Désacralisation justement d'un leader de l'opposition au Cameroun, destruction de son savoir et justement de son parcours. Comment expliquer ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun dans une manipulation à nul autre pareil, non seulement sur la toile, mais à travers les outils de communication traditionnels à la solde du régime en place. Madame, Messieurs, Maurice Kamto paierait-il le prix de son effort aujourd'hui à vouloir tout nationaliser, mais surtout revenir à l'esprit d'un Cameroun qui se veut changeant? Bienvenue à vous, bienvenue à tous. C'est 10-12 le Zénith, Madame, Messieurs, qui commence à l'instant. La grande famille encore est au complet ce matin et avec elle jusqu'à 12 h. Nous tenterons véritablement de vous permettre de lire le Cameroun sous un autre prisme et les réalités qui gravitent autour de ce pays qui nous engage tous en ce qui concerne bien sûr sa construction. Charlamagne Batchoum, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengele, Karine Santia, ensemble unis pour la même mission, Madame, Messieurs, jusqu'à 12 h. Vous serez servis. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. Charlamagne Batchoum, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Batchoum. Eh bien, on peut bien comprendre ce matin le climat qui existe et qui fait au Cameroun, le climat politique, quand on sait effectivement que le 6 octobre prochain, une nouvelle marche sera bien sûr enclenchée au Cameroun. Comment l'expliquer? Comment l'admettre? Les Camerounais sont-ils prêts à revivre cela ou pas? Madame, Monsieur, merci de rester bien sûr avec nous sur cette antenne pour mieux comprendre ce sujet. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Mumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2020, que vous rappelle la date du 1er octobre. Certains Camerounais ne savent pas, mais d'autres vous diront réunification du Cameroun. Quelles sont donc les principales actions qui matérialisent la réunification du Cameroun? Eh bien, nous n'en connaissons pas suffisamment. On avait comme ça à l'appel créé un lycée bilingue d'application à Beya, un autre à Yaoundé, mais où en sommes-nous avec les lycées bilingues? Il n'y en a pas suffisamment. Mais aujourd'hui non plus, qu'est-ce qui matérialise les deux Camerouns? Rien du tout. Rien. Qu'est-ce qui montre aujourd'hui que les deux Camerouns, il y en avait un qui était anglophone, l'autre qui était francophone, et là alors rien du tout. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Cameroun, 1er octobre 1961, ça aurait pu être matérialisé à travers la loi fondamentale, la Constitution, qui était actée le 1er septembre 1961, qui disait à son article 47 alinéa 3, le Cameroun s'est engagé à être une république fédérale et il en sera ainsi. Et toute proposition de modification de cette constitution et de cette disposition était irrécevable. Pourquoi en est-on arrivé à l'état unitaire, à la République du Cameroun aujourd'hui? Quelle reculade, quelle reculade, quelle reculade. Aujourd'hui, lorsque nos frères d'expression anglaise veulent réclamer un certain nombre de choses, on leur dit non. Mais là, on revient toujours. Ce n'est pas Aïdjo, ce n'est pas Paul Biya, c'est la France. Il faut doigter l'ennemi. C'est la France qui a voulu manœuvrer comme elle a voulu le faire. Il s'agit pour nous aujourd'hui de revenir aux fondamentaux pour matérialiser le 1er octobre pour que ce soit une date historique et non pas le renouveau comme on veut faire croire à nos enfants qui sont dans les classes terminales aujourd'hui. En fait, les livrets d'histoire doivent être retirés. Merci Bonbon Bengan Kandji pour cette rentrée, pour cette entrée également, mais qui martèle la réalité sur cette date du 1er octobre 1961. Le Cameroun a son histoire et les Camerounais devraient, quoi qu'il en soit, écrire la leur véritablement et ne plus laisser forcément l'Occident s'y mixer, ou si vous voulez l'hexagone entre guillemets, s'y mixer dans l'écriture de l'histoire du Cameroun. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Le jour n'est pas bon, Michel Ngachou. Pourquoi? Le jour n'est pas bon parce que depuis le mois où on a tué Lydie Ntaba, le ciel du Cameroun s'est à nouveau obscurci. Et cette fois-ci, il n'est pas juste noir, mais il est dans la pénombre. Et je m'explique.
Depuis ce jour, la famille de la défunte est sans nouvelles du sous-préfet. Certains disent même qu'il est en liberté, qu'il a été envoyé dans une autre localité. Certains disent même que le collectif d'avocats alloué à cette défense est menacé, harcelé au quotidien par les autorités. Au quotidien, les femmes sont tuées dans notre pays sous le regard sombre et regardant et parfois même accusateur de nos administrateurs. Dans quel pays est-ce qu'on se trouve? Peut-être que les dieux ont quitté le Cameroun, peut-être que la femme mérite tout ce qu'elle a au Cameroun, peut-être que quelque part nous sommes responsables du fait que nous soyons tués, mais lorsqu'on connaît déjà le coupable, je ne pense pas qu'il est possible qu'on nous nargue à ce point. À un moment, il faut arrêter de penser qu'il y a les uns qui doivent mourir pour que les autres s'élèvent. Voilà une femme qui a été tuée depuis déjà 2 mois et jusqu'ici, on ne sait rien sur le coupable. Tantôt il a été arrêté, tantôt il est gardé ici, tantôt il est appelé à d'autres fonctions. Finalement, si vous voulez qu'on se suicide tous, vous allez avoir plusieurs carrefours pendaisons au Cameroun. C'est très grave lorsque la femme est en colère, justement. Et la fameuse chanson le dit encore, quand la femme se fâche, le secret est dehors. Est-ce que Karine Sontia serait en colère ce matin? On ne vous le souhaite pas véritablement, mais les questions que vous évoquez ce matin, ou la situation que vous présentez est un tableau assez noir quand même. Qu'est-ce qui se passe autour de Lydienne Taba? Où est passé aujourd'hui ce sous-préfet qui serait bien évidemment encadré, caché par les pontes du régime, qui l'encadre effectivement aujourd'hui? Pourquoi le faire? A-t-il tué ou pas? Et on le sait qu'il y a une lettre qui a été envoyée en fin de semaine dernière au chef de l'État par la famille justement de ces défunts. Le choc est perceptible et ils le disent très bien, il n'est pas à la maison d'arrêt. Et les Camerounais devraient bien sûr le savoir, le sous-préfet n'est pas à la maison d'arrêt dont on dit qu'il serait aujourd'hui détenu. Karine Dominique Audrey, bonjour à vous. Bonjour à Monsieur Fautine, le père de Minette, qui a été tué sauvagement, brutalement, violé et sodomisé et tout ce que vous pouvez imaginer. Ce matin, je m'adresse à mesdames les ministres de la promotion de la femme et de la famille et des affaires sociales. Mesdames, avec toutes les femmes qui sont indignées par rapport à tout ce qui se passe avec les femmes camerounaises, nous allons arriver chez vous. Nous allons venir dans vos ministères et vous allez nous expliquer ce que vous faites dans vos bureaux. Vous allez nous expliquer le pourquoi de ce silence, le pourquoi on continue d'enterrer nos petites sœurs, nos enfants. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, pourquoi vous êtes silencieuse. Vous allez nous expliquer pourquoi jusqu'ici vous n'avez rien dit par rapport à la mort de Madame Ayafor. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes restée silencieuse à la mort des enfants qui ont été tués, violés en Konsamba. Attendez-nous chez vous. Nous arrivons là-bas. Il y en a marre. Excusez-moi, monsieur Bachou. Non. Monsieur Ngachou. Je voudrais vous calmer. Non, ne me calmez pas. Oui. Si vous voulez me calmer, vous allez me réveiller cet enfant. Non. Vous ne pouvez pas. Je vous calme d'abord. Non, vous ne me calmez pas. Je vous calme d'abord. Et puis, ensemble, on trouvera justement le moyen. Comment la ressusciter? Peut-être pas la ressusciter. On trouvera le moyen de transmettre. Vous irez avec nous au ministère? S'il faut le faire, je le ferai en tant Nous irons donc. S'il faut le faire en tant qu'homme, je le ferai. Je vous accompagnerai. Vous avez un bureau au ministère? Nous pour qui? Vous avez un bureau au ministère? Moi, je n'ai pas de bureau au ministère. Je dis, je voulais d'abord calmer Dominique Audrey et calmer également les femmes qui sont ce matin en colère comme vous. On ne peut comprendre ça que lorsqu'on l'a vécu. Très bien. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présents sur nos antennes. Et vous le savez, 10 de nos zéniths au-delà du talk show, c'est les réalités du Cameroun que l'on vous restitue chaque matin. Et la peine pour les femmes ce matin est perceptible. Beaucoup, hier, après les éditions du 20h sur les antennes d'Equinox Télévision, en sont sorties meurtries, choquées, outrées. Elles ont passé pratiquement la nuit à pleurer. Et on se demande, la première dame du Cameroun, pourquoi est-elle insensible? La ministre de la promotion de la femme et de la famille, à quoi est-ce qu'elle nous sert? Invisible. La ministre justement des Affaires sociales. Aujourd'hui, pourquoi ne parle-t-elle pas? Saint Thomas. Où sont-elles? Saint Et Thomas. les associations justement
contre les violences qui existent dans le cas des violences faites contre les femmes, où sont-elles aujourd'hui? On ne les entend pas. Aucun communiqué, aucun cri, aucune douleur. Madame, Monsieur, le Cameroun nous appartient et ensemble, on va le reconstruire. Commençons justement par l'histoire de ce jour, de Nicodé. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une femme qui est âgée de 30 ans et qui, au vu des différents événements, a décidé de nous écrire parce qu'elle n'arrive pas à sortir du viol qu'elle a vécu. J'ai choisi cette histoire parce qu'elle sied avec le contexte qu'on vit aujourd'hui. Et elle raconte que sa vie n'a été qu'une succession de dépravations sexuelles. Elle a commencé par vivre d'abord avec le copain de sa mère qui procédait à des attouchements sur elle. Ensuite, elle est partie de cette maison et elle s'est retrouvée à vivre chez un oncle qui lui aussi a commencé à abuser d'elle. Elle a fugué de la maison et elle s'est retrouvée dans la rue. Dans cette rue-là, il fallait qu'elle accepte de donner son corps pour pouvoir manger. Aujourd'hui, elle est dans un foyer et dans ce foyer, elle ne s'en sort pas. Elle n'arrive pas à être posée. Elle continue d'être traumatisée et elle ne sait pas si elle doit dire à son conjoint effectivement ce qu'elle a vécu dans son passé, quel est effectivement son passé, parce que jusqu'ici, elle ne lui a jamais dit qu'elle avait été violée. Comment gérer ce genre de situation puisqu'elle n'est pas la femme qu'elle devrait être et dont l'homme s'attend à ce qu'elle soit, parce que dit-elle, celui-ci se plaint d'elle, de ce qu'elle n'est pas comme une femme normale. On va bien sûr comprendre qu'il y a des manquements, et des manquements sursaute. peut-être d'éducation et des manquements de gestion d'un couple, d'un foyer, c'est ça? Elle sursaute pendant la nuit, Ouais. elle est tout le temps apeurée. Lorsque son mari veut même entreprendre des choses avec elle, C'est difficile. Voilà, c'est un peu compliqué. Et là maintenant, c'est quoi? C'est la gestion Est-ce qu'elle doit lui dire? thérapeutiquement, il faudrait qu'elle se soigne également. Est-ce qu'en disant à son homme, elle peut trouver la guérison? C'est un début. C'est un début de solution. Vous savez, lorsqu'on est une jeune enfant et qu'on subit des attouchements ou bien qu'on est violé, pour celles qui survivent, parce qu'il y en a qui n'y survivent pas, ça reste un traumatisme. Avoir la main de quelqu'un sur vous, après ça, c'est comme mourir encore. Vous mourrez à chaque fois que quelqu'un vous touche. Et cette jeune femme de 30 ans aujourd'hui continue d'être meurtrie. Elle est meurtrie parce que personne dans son entourage, même pas sa mère, n'a pu être une protection, n'a pu être une barrière pour que ce genre de choses ne lui arrive pas. Ou bien lorsque ça lui est arrivé, sa mère n'a pas fait front pour que jamais plus sa fille ne revive ça. Malheureusement, aujourd'hui, on a une société où des femmes, puisqu'elles sont tellement obnubilées par ce qu'on appelle le mariage, elles sont prêtes à tout sacrifier pour leurs enfants. Elle dira même à sa fille, je ne veux pas perdre mon mariage à cause de toi. Dans les histoires que tu racontes là, si tu continues, je te mets out. Donc, elle a donc une mère qui a préféré son petit ami à elle, à son avenir et à sa vie. Elle a continué comme ça de viol en viol. Maintenant, certainement, elle a développé des traumatismes qu'on ne peut soigner que psychologiquement, mais son mari peut être un appui. Son mari peut être un secours, un soutien, mais maintenant, il faut donc pouvoir prévoir la réaction en face. Parce qu'il y a des hommes qui, malheureusement, lorsque vous leur avouez que vous avez été victime d'un viol, ils ne se comportent pas comme ils devraient. Ils vous traitent bizarrement. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? C'est l'immaturité, tout simplement. On voit des hommes, ils sont grands, ils ont l'âge qu'ils ont, ils sont habillés comme ils sont, mais dans la tête, c'est pas trop ça. Ils ne sont pas suffisamment matures, ils ne sont pas suffisamment mûrs pour prendre à bras le corps un certain nombre de situations. Bon, c'était venu de dire certains hommes, certains, pas tout le monde. Hein, oui, oui, certains hommes, puisqu'on parle de ceux qui refusent, qui n'arrivent pas à gérer une femme qui a été violée. On a parlé ici d'une femme qui a été violée et elle a eu un orgasme ce jour-là et ça a fait un tollé. Pourtant, c'est simplement physiologique, cet orgasme-là. Donc, il faudrait, madame, que vous vous appuyiez sur cet homme-là et que vous trouviez la force peut-être d'aller voir un psychologue qui va pouvoir débloquer un certain nombre de choses. On imagine que lorsqu'on est un homme et qu'on veut avoir une intimité avec sa femme et que ça ne passe pas, c'est un problème. C'est un problème. Donc, on peut
gérer ça, mais il faut d'abord qu'elle fasse un travail sur elle-même pour que les autres puissent Alors, être ce à même travail, de sur, l'aider. ce travail sur elle-même consisterait à faire quoi? À se Elle doit dire que ce n'est s'ouvrir. pas de sa faute. Alors, si elle nous renvoie l'histoire ce matin, Oui, ça c'est suppose un qu'elle voudrait début. justement qu'on en parle. Oui, Elle peut s'ouvrir. Ce n'est pas de votre faute. Si vous avez été violé, le problème c'est la personne qui vous viole et non vous. Lorsqu'on a arrêté de culpabiliser, on peut s'ouvrir à un possible traitement. Des histoires assez compliquées quand même avec nous aujourd'hui, madame, messieurs. Mais surtout, les femmes qui nous regardent à travers l'Afrique, nous vous saluons et nous sommes conscients justement pour beaucoup qui se plaignent de ces questions de viol. On va peut-être pas revenir sur les chiffres pour des pays qui sont touchés par des conflits armés où on sait que des cas de viol sont permanemment perpétrés sur la gente féminine aujourd'hui et même masculine, pourquoi pas, il faut bien sûr le dire. On tentera ensemble de les comprendre sur ce plateau. Mais les appréciations également, la vôtre de l'histoire de ce matin, Karine Santia, la femme, toujours au centre. Vous rentrez bien sûr dans cette émission ce matin avec une colère, mais on parle encore de viol. Comment amener cette femme justement à retrouver sa personne, sa fierté de femme? Alors, je vais vous parler d'abord des conséquences du viol. Donc, que vous soyez adulte ou bien un enfant, le viol a des conséquences sur vous psychologiques et même physiologiques. C'est-à-dire que physiquement, il y a la destruction. Si c'est un enfant, la destruction de son appareil génital et autres. Maintenant, psychologique, il y a la baisse de l'estime de soi, il y a le sentiment de honte, il y a l'anxiété, le stress post-traumatique, l'hypervigilance, il y a même la dépression, les troubles obsessionnels du comportement et même le comportement alimentaire aussi sera troublé. Il y a des amnésies qui seront temporelles parfois. Les personnes qui sont victimes de viol la plupart du temps deviennent muettes. Ça ne veut pas dire qu'elles perdent le sens ou l'usage de la parole. C'est qu'elles préfèrent tuer ce qu'elles ont vécu. Parce que le commun des mortels a fait de ce que le viol est d'abord une honte pour l'acteur, mais c'est devenu davantage une honte pour la victime. Ce qui fait que la victime se mue, elle préfère rester silencieuse et se renferme. Ça fait que même quand elle grandit et qu'elle essaye de découvrir autre chose, les images de cette action-là reviennent. Si vous êtes avec un homme et que peut-être c'est quelqu'un qui veut vous épouser, au moment où vous allez vouloir passer à l'acte à chaque fois, vous aurez toujours à l'image ces personnes-là. Si la personne n'est pas quelqu'un de très tendre ou encore de très douce, vous aurez l'impression qu'il répète juste ce que vous avez vécu. Et si vous êtes quelqu'un qui n'a pas parlé ou qui n'a pas eu le courage, la force nécessaire pour exprimer ce qu'il a vécu, alors vous allez avoir du mal à vous adapter à tout type de relation. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont justement victimes de viol doivent être accompagnées. Et c'est un accompagnement multiforme. C'est d'abord par la famille et dans le cas précis, elle n'a pas eu de famille. Avant d'arriver à la famille, justement, il faut déjà prendre... Bon, on a une famille, on parle d'une cellule, comment dire, sociale, qui est la famille effectivement, qui n'est peut-être pas le cas pour la dame, mais on est dans une société où on a des personnes... Voilà. J'en arrive. On peut avoir la famille et dans les cas précis, il n'y a pas eu de famille oui. pour s'abriter et avoir un certain confort. Maintenant, il y a la société en elle-même, il y a l'entourage. Je ne sais pas, il y a les voisins, il y a les tantes, mais sauf que dans ce cas précis aussi, les oncles et les tantes en qui on pouvait avoir confiance sont aussi des bourreaux. Maintenant, entre autres, il y a des institutions, en principe. Il y a le service social qui devrait, dans ce cas-là, être ouvert et accessible. Sauf que c'est caché parfois dans des commissariats et les commissariats font peur. Vous n'allez pas voir un enfant facilement, à son âge où elle a été violée, entrer dans un commissariat pour se passer la peur du policier avec les galons. Du coup, on préfère dormir dans la rue et ne pas ça, et sans savoir qu'il y a des endroits où on peut se réfugier. En allant dans la rue, justement, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que... On ne demande pas à un enfant qui veut sauver sa vie s'il a pris la bonne décision, monsieur Ngachou.
C'est un enfant qui a été violé et qui a pris l'option de la rue. On ne va pas lui demander, est-ce que tu savais que c'était pas la bonne solution? On ne peut pas lui demander cela. Parce qu'il s'est dit que dans la rue, au moins, il aurait pu avoir la pitié d'un passant, ou encore dans la rue, au moins, il savait qu'il pouvait avoir une natte sur laquelle dormir et être loin des membres de sa famille. La rue est plus violente, là. La rue est violente pour la personne, la rue est violente, oui, pour la personne qui a connu le soutien de la maison, mais la rue est protectrice pour la personne qui a été violentée dans la maison. Très bien. Donc il faut bien voir ces différents paramètres-là. Et pour elle, pour qu'elle se reconstruise, il faudra déjà, parce que pour qu'elle ait le courage de parler de cela, il faudra qu'elle ait un accompagnement psychologique au cours duquel elle va se livrer. Et c'est pendant cette livraison-là que, lors d'une séance, on pourra faire venir son partenaire pour qu'il écoute ce qu'elle raconte. Parce que difficilement, elle aura le courage d'ouvrir la bouche pour dire ce qu'elle a vécu. Charles Amembachou, nous vous écoutons. Monsieur Michel Ngachou, c'est difficile. Hein. C'est extrêmement difficile tant on sait que rien n'a de valeur comme le sexe dans la vie. Le sexe est la base de tout. On préfère sexer que de manger. Le sexe arrange, le sexe gâte. Celui qui n'a pas compris la vitalité du sexe, parce qu'à travers le sexe, on bénit et on maudit. L'homme, la bénédiction de l'homme vient du sexe de la femme par la naissance, l'homme avec grand H, et la malédiction de l'homme vient encore par le sexe de la femme lorsqu'elle le présente nu à l'homme. Donc, partant de ce principe, une femme qui a été violée, c'est une humanité véritablement qu'on est en train de tronquer. Je ne sais pas ce que je pourrais dire à cette femme parce que chez les Bantous, il y a une méthode de préserver l'enfant. Il y a une éducation qu'on donne à la jeune fille par rapport à l'approche. Vous entendez souvent, on dit Dominique nous parlait de sa mère qui lui disait, sa grand-mère qui lui disait que tu as dit à les vergetures, fais attention. Il y avait des méthodes qu'on enseignait à l'enfant, comment éviter les hommes. Si tu es en train d'aller à la boutique, un homme te regarde, tu adoptes telle position. On enseigne ces méthodes à l'enfant. Évite de prendre un couloir. Si tu dois même aller acheter quelque chose la nuit et que tu es seul, ne pars pas. Même si on t'envoie, ne pars pas. Pas avec ton petit frère ou pas avec quelqu'un si vous allez traverser. Donc il y a un ensemble de conseils et de garde-fous qui étaient donnés à la jeune fille. Malheureusement, aujourd'hui, 3 facteurs ont éloigné la jeune fille de ces conseils. Le premier facteur, M. Michel Ngachou, c'est le fait pour ces jeunes filles d'être émancipées tôt, l'émancipation précoce. La deuxième chose, c'est l'introduction des technologies de l'information et de la communication qui est véritablement venue casser, on va le dire comme ça, l'éducation de la jeune fille. Et le dernier point, l'éducation scolaire qui s'est vidée de toute sa substance, M. Michel Ngachou. L'école aujourd'hui n'enseigne plus à la jeune fille comment fermer les jambes. L'école aujourd'hui... Je souhaitais que vous mentionniez également l'éloignement des parents aujourd'hui. Non, j'ai pris pas ça, c'est pas parlant des jeunes filles. Oui. Monsieur Michel Ngachou, l'école n'enseigne plus aux jeunes filles comment fermer les jambes. L'école n'enseigne plus aux jeunes filles l'importance du maquillage, ou c'est-à-dire que l'impact que le maquillage a sur la jeune fille. Ce n'est pas que je suis en train d'épouser, mais ça concorde, ça concourt. Vous parlez de la dépigmentation du maquillage. Je ne parle pas de je parle de l'école, monsieur Michel Ngachou. À l'école, on enseignait à la jeune fille, il y avait un cours particulier, on disait à la jeune fille, la fille la plus belle est celle qui à partir de 20 ans commence à mettre le maquillage. Mais celle qui est encore plus belle est celle qui se lève le matin sans maquillage et qui a un beau sourire. On enseignait ça à l'école. Oui. C'est des chansons, les jeunes filles chantaient ça quand on marchait, elles chantaient en disant, quand vous demandez à la jeune fille, mais elle dit que non, je ne mets pas les choses, ce n'est pas encore l'âge. Or, regardez aujourd'hui, vous avez des parents qui, au lieu d'aider les enfants à s'éloigner, les poussent à l'émancipation. J'ai vu une petite fille de 6 ans à qui les parents mettaient les ongles, les faux ongles, les greffes aussi péruviennes, on sait quoi. Oui, j'ai une petite fille à qui les parents mettaient. J'ai encore un grand frère qui me rappelait une histoire qu'il avait vécue, une histoire d'un enfant très jeune à qui on donnait tout.
Mais il appelle les parents pour dire aux parents, mais c'est pas ce que vous devez donner à l'enfant. Et la mère de l'enfant, le père de l'enfant, de lui dire que mon frère, j'ai beaucoup d'argent aujourd'hui, laisse-moi faire. Le jour qu'elle serait plus là, elle va se débrouiller. Regardez jusqu'où aujourd'hui, on a laissé les enfants. La fille, on n'envoyait jamais la fille aller faire des achats après 18h. Après 18h, c'était le garçon qu'on envoyait faire des achats. À une certaine heure, dans les couloirs, on ne commissionnait plus la fille. Mais regardez aujourd'hui, à 18h, lorsque vous êtes en train de rouler pour entrer, c'est à l'heure où les filles mettent les tailles basses. Vous les voyez passer entre les voitures pour vous dire que regardez le derrière. Regardez sur Facebook, au lieu qu'une fille filme son intellectuel, c'est-à-dire son intelligence faciès, elle se tourne, elles ont des positions comme ça là sur Facebook, pour que vous regardez le derrière. Mais qui dit derrière dit sexe. La femme n'a jamais compris que... C'est un appel. C'est un appel. En fait. Monsieur Michel Gachou, on dit au village que ne montre jamais tes fesses à un homme que tu ne veux pas séduire. Vous voyez des femmes, quand elles le font sur Facebook, elles filment jusqu'à envoyer, c'est pour dire que c'est libre, tu peux prendre quand tu veux. Vous voyez donc comment sur Facebook cela développe toute autre chose. Vous voyez des enfants de 16 ans, 15 ans, 17 ans. Mais ça ne justifie quand même pas le vol. Non, monsieur Michel Gachou, ça, intentionnellement, vous avez les chilling parties aujourd'hui qui sont occasionnés. Passez à Ange Raphaël, passez à la rue de la Joie d'Edo, passez désormais, désormais les appartements meublés, c'est combien? Un appartement meublé 30 000 la soirée, ils donnent 60 000 après cotisation, ils se retrouvent là-bas pour boire. Donc, quand une fille se retrouve là à avoir été violée, premièrement, elle est perturbée, elle est traumatisée, elle rejette le tort sur les caméléons, elle rejette le tort sur les serpents qui ne sont pas venimeux, les couleuvres. Pourtant, au fond, M. Michel Gachou devrait commencer à s'en prendre. Pour cette jeune fille, vraiment, pour cette dame, je lui dirais que avant tout psychologue dans sa vie, avant tout prêtre, avant tout pasteur, elle devra apprendre à aimer son corps. Permettez-moi, c'est important. Dans la tradition, quand une fille a subi ce genre de pratique, M. Michel Gachou, le viol, qu'est-ce qu'on fait? On la ramène auprès des matriarches qui lui apprennent à commencer par se caresser, apprendre à découvrir son corps. Elle commence par ses doigts, excusez-moi de le dire, c'est comme ça que je fais chez les C'est des traitements. Elle doit commencer à stimuler elle-même son corps, à reprendre goût personnellement avec le plaisir de ses doigts et tout, avant de pouvoir qu'on puisse introduire un homme. C'est toute une thérapie, traditionnellement ça s'explique, je crois merci. que Bob le fera. Merci beaucoup Charles Amel Mbachou. Madame, Monsieur, comment aujourd'hui, vous Camerounais, vous Africains, appréciez-vous le viol que subissent justement nos sœurs aujourd'hui? Quelle est la réaction que vous devriez justement avoir face aux violeurs? Et si jamais vous-même, vous étiez l'un des bourreaux, pouvez-vous changer ou pas? Bon, Bengan Kandji, qu'est-ce qu'on fait pour amener cette fille à sortir de cette situation qui semble être très préoccupante? C'est plus que préoccupante. On est en train de la détruire. Et détruire une fille violée, ça c'est détruire l'humanité. C'est comme ça. Et pour qu'on se comprenne bien, je vais aller vite, l'initiation en Afrique est jumelle tout, surtout, mais au-devant la spiritualité. La spiritualité. Le monde occidentalisé est venu compartimenter les choses. On dit on va à l'église, on va ainsi. Non, nous le manger. L'enfant qui est né à 8 heures, il y a donc tout est spirituel. Et ça se regroupe à 4 niveaux. Le premier niveau, il faut maîtriser le réel par le biais des sciences exactes et des sciences molles. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le deuxième niveau, c'est-à-dire découvrir l'unité spirituelle de l'Afrique et leur expression. C'est-à-dire quoi? Il faut découvrir l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine. Ici, on a détruit la rationalité humaine parce que en Afrique, même manger, le fait de manger, pourquoi on ne siffle pas la nuit? On vous dit, il ne faut pas siffler la nuit. Il ne faut pas, parce que il faut savoir que dans ce monde où Descartes a échoué, en vous parlant de la raison. Non, de cartésianisme. Ouais. Non, il faut comprendre que la seule théorie qui reste, c'est la théorie de la complexité. Quand on a détruit l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine, donc la feuille ne se connaît plus. Ce moment, c'est le deuxième niveau. Il faut donc commencer par parler. On parle à sa maman. Si elle n'est pas là, on a sûrement des temps, donc des aînés, qui ont sûrement des aînés. Parce que
parler aux gens, aux filles de sa tranche d'âge risque d'apporter des appréciations telles qu'il y en a au lieu de compatir à la douleur que David va commencer à dire toi-même pourquoi tu es allé là-bas. Donc on en parle aux aînés, aux femmes d'abord, aux aînés, et effectivement dans la société africaine il y a les femmes, des initiés dans la société, ça on les appelle les corps. On apprend la fille puisqu'en fait on dit que lorsqu'un serpent te mord, tu auras peur du ver de terre. Ouais. C'est ça donc la spiritualité. Elle qui est appelée à donner la vie et à faire un mariage heureux, donc à chercher le bonheur dans le mariage, elle est traumatisée dès le bas âge. Regardez, jusqu'à 30 ans, elle n'a pas encore résolu ce problème-là. Donc il faut commencer par là, en parler aux aînés, aux femmes. Il y avait personne. Mais elle peut pas avoir, une famille ne peut pas ne pas avoir personne. Justement, c'est là la difficulté lorsque dans le monde occidentalisé aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a personne. Cherchez toujours qu'il y ait des gens. Donc, eux qui nous regardent là, même dans votre entourage, votre voisinage, quels sont les gens avec qui je peux partager ça? Ça commence par le point. Vous avez dit un petit secret à une voisine. Elle a divisé le secret, vous l'abandonnez. Bon, vous vous rattachez. Il faut apprendre à faire confiance à des personnes qui sont justement que ce soit les garçons ou les filles, on était encadrés par les aînés dans le quartier, au village. Mais aujourd'hui, c'est ça qui n'existe plus. Donc, qu'elle parle, ou surtout aux aînés. Et c'est là où cette approche à la confiance en soi. Quand elle aura confiance en soi, elle va donc commencer à explorer la nature. Et surtout, l'autre chose qu'on a ratée, c'est pendant la procédure de la dot, c'est des choses qu'on parle au secret. Quand on vous dit toujours que ce que vous appelez fiançailles, qu'est-ce que le mari doit supporter de la femme? Elle a une douleur. Il y en a donc. On a tué la mère, comme ce qui se passe en zone anglophone. Vous allez voir comment une fille, on a tué ses parents devant elle. C'est-à-dire, elle aura cette image toute sa vie. Comment la protéger? Donc, pendant le processus de la dot du mariage, cette truc-là se traite, mais en question, on dit à l'eau garçon, comme tu vois là, ta femme est, comprends-la, accompagne, et justement on commence à te dire un certain nombre de choses. Donc il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle justement, et c'est peut-être l'occasion de demander à toutes nos sœurs qui sont touchées par la situation, mes sœurs, nos sœurs, tentez justement d'en parler, mais trouver des personnes de confiance à qui vous devriez en réalité vous confier pour réparer ces manquements. Mais interpeller également les hommes ce matin, les hommes qui peuvent être machos, ceux qui ne comprennent peut-être pas l'importance de la femme. Dit que la femme, c'est le cœur même de l'humanité. Et nous ne devons pas, en aucun moment dans la vie, chiffonner ce qui nous donne, celle qui nous donne la vie. Merci à vous, madame, monsieur. C'est un sujet quand même qui met pas mal de femmes en colère depuis hier. Et même si l'histoire du jour va rapidement avec cela, il faut bien comprendre ce qui se passe. Et pour bien le faire ce matin, des sujets encore qui énervent. Le Cameroun nous appartient ou pas? La colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'impossible implémentation du plan de reconstruction de l'extrême nord dans ce pays. Le chef de l'État a pris la décision d'instruire son gouvernement de mettre en place une stratégie devant favoriser l'implémentation d'un plan de reconstruction de l'extrême nord et du nord dans ce pays. Dites-moi, on reconstruit quoi? Qu'est-ce qui avait déjà été construit pour qu'on pense à une possible reconstruction? Comment comprendre le bis repetita du nord-ouest et du sud-ouest à l'extrême nord? Quelle enveloppe sera allouée à ce plan? Sera-t-elle plus consistante
que celles destinées à la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment 90 milliards de francs CFA, eu égard à l'ampleur plus étendue des dégâts causés par Boko Haram dans l'extrême nord, qui est déjà la région la plus pauvre du Cameroun. Le nord et l'extrême nord sont les régions les plus abandonnées du renouveau. Comment sera financé le futur plan de reconstruction et quelles en seront les principales composantes? Pourquoi mettre un pied sur un programme de reconstruction lorsqu'on n'a jamais rien construit? Savez-vous qu'en 2015 déjà, le chef de l'État avait instruit le gouvernement de mettre sur pied un plan de riposte sous forme de projet d'urgence dont le coût global s'élevait à 5,335 milliards de francs CFA. Avec cette enveloppe, il était question de construire 208 salles de classe équipées de tables bancs et des bureaux de maître, 87 blocs de latrines, 56 forages dans les 6 départements de la région de l'extrême nord. Qu'a-t-on fait de cet argent? Allez sur le terrain et vous m'en direz davantage. Peu de temps après, le même chef de l'État a instruit le gouvernement à propos de la construction de 3000 forages. Rendu au jour d'aujourd'hui, a-t-on seulement 200 forages? Point d'interrogation. On reconstruit donc quoi? Dans le vide et l'obsolescence. On parle de la mise sur pied d'un plan de reconstruction non chiffré lorsque la route du développement s'est littéralement détournée de l'extrême nord. Lorsqu'après investigation, on s'est rendu compte que plus de 16 000 enfants seraient sans acte de naissance dans une zone comme celle-là. De quelle reconstruction parle-t-on lorsqu'on sait que les besoins en construction pour le Mayo Sava, sur le plan de l'éducation, s'élèvent seulement à 350 salles de classe, 20 ateliers, 52 blocs administratifs, 200 logements d'astreinte, 34 salles de classe nécessitant des travaux de réfection, seulement pour le Mayo Sava. Qu'en sera-t-il du Mayo Louti? Savez-vous qu'on parle de reconstruction alors que près de 160 professeurs des lycées et collèges d'enseignement secondaire affectés dans les 374 établissements de l'extrême nord ont déserté leur poste, abandonnant de fait les apprenants à cause de la mauvaise connexion Internet, à cause de la mauvaise connexion GSM, à cause des problèmes de logement, à cause de l'accès à de l'eau de qualité, à cause de l'énergie, l'électrification, parce que de ce côté, on fait une semaine, voire un mois sans lumière. Que dire de cet extrême nord qui broie du noir, comme je le disais tantôt, avec cette affaire de délestage? Eh oui, la quasi-totalité des localités dans la région de l'extrême nord vivent au rythme des coupures intempestives d'électricité. À titre d'illustration, savez-vous que dans l'arrondissement de Tokombere, chez le PAN, par exemple, depuis près d'un mois, les populations se posent des questions sur la question de l'électricité. Savez-vous que l'ensemble des axes routiers et ouvrages d'art sont en piteux état dans ces parties du Cameroun? Savez-vous que certains tronçons de grande circulation sont malheureusement dans un piteux état de dégradation avancée? Gaoundere, Garoua, Garoua, Maroua, Maroua, Yagua. Allez voir, je ne parle pas de Kousséri. La preuve, vous avez vu que même les ministres qui sont allés se balader ont fini engloutis dans l'eau. Pour certains, avec leur voiture, pour d'autres, dans des hôpitaux où on nous a dit qu'un ministre est allé jusqu'à dire que, pardon, je ne vais pas mourir à Yaoundé que d'être tenu dans de telles conditions. Ce qui donne une vision contrastée à l'ensemble du réseau routier, long de 4700 km, dont 1200 km de routes classées du réseau principal, 900 km de routes classées non prioritaires et environ 2600 km de routes rurales, tous à l'abandon. Comment comprendre que la gestion des infrastructures de la région de l'extrême nord et du nord est depuis 1960 à la fois de plus en plus complexe et ces dernières années de plus en plus chaotique avec le désengagement de l'État depuis 1989? Comment comprendre que les 3 régions septentrionales du Cameroun sont comme toujours sous-représentées dans le vaste programme du portefeuille
de la deuxième génération des grands projets du Cameroun pour la période 2020-2027. La plupart de ces grands projets se concentrent dans la partie méridionale, alors que la précarité déprime la population forcée à l'exode vers les capitales du pays. À l'heure où on vous parle, l'extrême nord, le nord, sur le pays d'Adamawa, vive la famine sérieuse. Et d'ailleurs, nous dit-on, il y a un programme, le programme alimentaire mondial s'occupe de nourrir ces différentes populations. De quel nord parle-t-on et de quelle reconstruction parle-t-on? Lorsqu'on sait que du côté de Yaoundé, il y a 4 dignes fils qui sont assis depuis des années, que dis-je, depuis des siècles, et qui ne font rien pour ce nord. Nous avons Ayan Luc, le président du Conseil économique et social. Nous avons le ministre Issa Chiroma. Nous avons Amadou Ali. Nous avons Bello Bouba Maegari. Et dans une autre simple mesure, on peut citer le Lamido ou bien Alim Ayatou, qui lui aussi, il est là au ministère de la Santé. On peut même encore ajouter Zachary Pérévec dans une moindre mesure. Eh bien, ils vont bien à Yaoundé, l'élite de Yaoundé se porte bien. Ce énième plan de reconstruction, c'est encore eux qui vont le porter pour les populations de l'extrême nord. Bravo. Alors qu'on sait justement aujourd'hui que l'extrême nord a été déclaré par le Premier ministre chef de gouvernement Joseph Diangote comme étant une région économiquement sinistrée aujourd'hui. L'état de reconstruction tel qu'engagé, qui veut reconstruire, comment construire, avec quel budget va-t-on reconstruire l'extrême nord du Cameroun? Qui a bien sûr initié ce projet? Mbombo Mbengan Kandji, appréciation de la colère de Charles Hamel de ce matin. J'allais dire, si j'étais un peu cynique, j'allais dire à l'extrême nord, oui, vous êtes la fille aînée du renouveau et contentez-vous de ça. Mais là, c'est mal comprendre ce qui se passe dans notre pays. C'est une volonté réelle du renouveau de ne rien construire, premièrement. Et deuxièmement, de détruire tout ce qui avait existé avant le renouveau. J'ai dit bien que c'est une volonté politique de faire comme si le Cameroun commence en 82 et qu'avant 82, il y avait le désert. Donc on est en train de construire sur rien. Voilà ce qui se traduit aujourd'hui par cela. D'abord, il faut dire la chose simple. Nous avons eu 10 provinces que vous appelez régions aujourd'hui, parce qu'il y a eu une duperie d'État, un mensonge d'État. Là, je prends là les propos d'un ancien commissaire de police, aujourd'hui retraité, qui a dirigé les renseignements généraux, parce que le renouveau voulait régler un problème qu'en fait n'existait pas, ou alors un problème qu'il a créé lui-même, le conflit entre le président Biya et Ahidjo. Il a créé comment? Lorsqu'il prend le pouvoir, il y a une réunion du Conseil général de l'UNC qui doit se tenir en novembre, fin novembre, au Palais des Congrès. Qui doit arriver le premier? C'est une réunion du parti et Ahidjo est le chef du parti. Il y a un président de la République qu'on venait de coopter dans les instants dirigeants du parti, il n'y appartenait pas. La bagarre commence. Qui doit arriver le premier? Donc, cet incident qui crée donc le reste aboutit à ce que Pierre, le commissaire Pierre Ella, appelle fabrication d'un coup d'État. En août 1983, le 20 août, apparemment, on pensait qu'on nous voulait tuer le président Biya lors de la finale Canon-Union. Ce commissaire nous dit que ce n'était pas vrai. Mais la suite de ça, c'est que le 22 août, on crée donc 10 provinces. Et dans la lecture, c'est l'extrême nord qu'on lit le premier. Donc en fait, c'est la fille aînée. Voilà comment la fille aînée est venue. Maintenant, dans le plan donc, qui est dans la feuille de route, pour utiliser le terme consacré aujourd'hui, que le président de la République, Paul Biya, a, il s'agit d'intensifier, ça c'est le point numéro 1, d'intensifier la politique de transformation des matières premières locales. Il y a déjà la SEMRI là-bas, il y a un certain nombre de choses, mais surtout, il y a le centre universitaire de Ngaoundéré, qui devait donc être ajouté au deuxième point de la feuille de route, création de complexes agro-industriels de grande surface. Donc,
le centre universitaire de Ngaoundéré qui formait des techniciens supérieurs en agro-industrie jusqu'à tous les domaines. Il était question donc qu'avec le riz, qu'on intensifie un certain nombre de choses. Tout ça a été mis de côté, a été complètement ignoré. Malgré le fait qu'on a divisé la province du Nord en 3, on a été ignoré. Aujourd'hui, on veut reconstruire. Voilà, parce que même quand vous entendez parler du barrage de Lac d'eau, Charles Hamel a parlé de ce programme alimentaire mondial qui nous assiste depuis 3 ans, mais on ne dit rien à personne. Le barrage de Lac d'eau, oui, il y a la production de l'énergie électrique, mais il y a davantage la production agricole. Il était donc la même chose pour l'extrême nord. Donc là où apparemment lorsque les précipitations commencent, on vous dit l'inondation a pris ici, l'inondation a pris là. L'État du Cameroun a délogé les populations pour pouvoir construire un certain nombre d'infrastructures pour leur encadrement. Ça n'a jamais été fait. Donc ça a été abandonné et même leur barrage à Darak a été abandonné. Vous avez vu, lorsque le chef de l'État est descendu là-bas en 2018, il a pensé qu'il pouvait construire un barrage hydroélectrique. Les gens ont applaudi comme s'il disait que je vais lancer les travaux demain, alors qu'il ne le faisait pas. Donc, province abandonnée. Allez, au-delà de la province également, parce qu'on parlait de province avant, bon, Bengan, aujourd'hui on parle de région. Oui, moi je reste en province, parce que quand on a province, on a l'idée de développement. Oui, voilà. Lorsqu'on vous revenez à la région, on va vous dire décentralisation. C'est pour ça que je n'ai pas voulu entrer dans vos jours. En fait, moi je reste dans la province. La province de l'extrême nord. Dominique Audry, appréciation ce matin, l'extrême nord reconstruit. Qui veut reconstruire? Pourquoi reconstruire et comment? Peut-être vous voulez dire construire, pas reconstruire. Monsieur Matula clairement énoncé. On ne peut pas reconstruire quelque chose qu'on n'a pas construit précédemment. On ne peut pas reconstruire quelque chose qui était là et qui a été détruit avant. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que vous allez changer de chaussures alors que vous n'en avez jamais vu. Voilà, vous allez acquérir simplement de nouvelles chaussures. Les populations du nord et de l'extrême nord sont désœuvrées. On dira peut-être non, c'est Boko Haram qui est venu, mais avant Boko Haram, allons regarder comment s'est présentée cette région-là. Allons, par exemple, rappelez-vous cette école où monsieur Issa Chiroma Bakari a fait sa campagne pour les élections municipales. C'était à Guinardi, si je ne me trompe. Les images sont là même. Voilà, Guinardi, c'est 4 piquets. La régie peut nous aider pour l'image, là, on avait vu en campagne. 4 piquets avec des pailles. Boko Haram n'a pas détruit ça. Ça veut dire que ça a toujours été comme ça, si ça a été même avant. Parce qu'il y a des écoles à Kakatare, par exemple, où jusqu'en 2011 encore, avant Boko Haram, on avait des enfants qui s'asseyaient à même le sol. Pour les filles qui essayaient d'être un peu propres, elles prenaient des tissus qu'elles étalaient pour s'asseoir dessus. Et les enseignants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient obligés de rester debout parce qu'il n'y avait pas de banc. Et dans sa colère, M. Batchoula précisé, énormément de personnes hautement placées aujourd'hui dans la hiérarchie camerounaise sont passées par ces écoles-là. Et ces écoles sont situées où? Près de la résidence régionale du président de la République et également près de la résidence du gouverneur. Par quelle alchimie on peut donc nous expliquer que, étant à ces endroits, on pourrait dire stratégiques, il n'y ait pas eu de serait-ce que des bancs ou bien des rénovations? Ça, c'est en ce qui concerne l'éducation, parce que de façon générale, quand on sort de Marois, il y a que l'éducation dans cette région-là n'est pas très bonne. J'évoquais ici en début de semaine le fait que la région du Nord soit arrivée en dixième position au niveau des classements par rapport aux résultats du probatoire et que la note n'était pas bonne. Elle n'est pas bonne, pourquoi? Parce que dans cette région, malheureusement, depuis Fort Lurette, les parents n'ont pas de moyens pour scolariser leurs enfants. Et lorsqu'ils en ont même la possibilité, la parité garçon-fille est problématique parce qu'on préfère privilégier les garçons au détriment des filles qu'on choisit d'envoyer en mariage. À côté de ça, lorsque les parents réussissent même à avoir ne serait-ce que de quoi payer la pension de ces enfants-là, il y a le problème des enseignants qui se pose. Il y a un manque d'effectifs dans ces régions-là parce qu'il n'y a pas d'accompagnement suffisant pour pouvoir implémenter l'école. La construction devrait commencer par quoi? De votre point de vue, s'il faut construire l'extrême nord, on commence par quoi? On commence par des écoles, par des hôpitaux.
on doit avoir des représentations administratives là-bas. Tous les jours, on dit ici que comment se fait-il que les gens partent de là-bas pour venir faire des documents ici. Il faut qu'on multiplie les écoles. Les enfants font des kilomètres, 4 kilomètres pour aller à l'école et 4 pour rentrer. Donc aujourd'hui, on a une population dans cette localité qui choisit de réduire les frais de santé. On ne veut pas dépenser beaucoup parce qu'on n'en a pas. On réduit les portions de nourriture parce qu'on n'en a pas. On est obligé de faire des jobs parce qu'on n'a pas de quoi manger. Et sans parler de l'insuffisance alimentaire, l'insécurité alimentaire que Mbombo décrit tous les jours ici. Donc le gouvernement n'accompagne pas cette région qu'on présente comme étant la première fille. Et on nous a dit ici que la première fille est le petit frère du parent. Donc cette région, comme on a vu une femme qui puisait l'eau au marigot, ne doit pas subir ce genre de choses. Et c'est favoriser ce genre de choses qui fait que vous dites ici tous les jours l'arrière-pays. Il ne doit pas avoir d'arrière-pays dans un pays. Il n'y a vraiment pas d'arrière-pays justement sur cette question, mais c'est l'extrême nord du Cameroun qui est une partie extrêmement importante pour ce pays, je dirais même stratégique à la limite. Karine Sontia, nous vous écoutons ce matin. Les dégâts de Boko Haram, Dominique Audrey a parlé, a dit qu'avant Boko Haram, il n'y avait même pas de construction. Mais maintenant, si quelqu'un avait quand même construit sa maison, je pense que Boko Haram a aussi détruit. Et il faut aussi en parler. Parce que si l'État doit reconstruire, il faudra qu'il reconstruise au moins les maisons des gens qui ont été détruites et les petits centres communautaires qui avaient été installés là. Je vais rentrer un peu dans les dates. Le 27 janvier, dans le Mayo de Sanaga, le village de Zélevette a été... le village de Zélevette, les maisons ont été brûlées là-bas, incendiées. Plusieurs animaux et des plantations ont été aussi incendiés. Alors que nous sommes dans la pleine crise contre Boko Haram, à un moment où l'État nous faisait croire que, en fait, la guerre contre Boko Haram tend notamment à se calmer un peu. Il y avait eu une maîtrise sur le terrain. Sauf que avec les incendies dans ce village-là, on a compris finalement que Boko Haram se reposait et attendait que l'État fléchisse. Il y a eu l'assassinat des militaires dans la nuit de dimanche au 9 lundi, à lundi 10 juin 2019 et 17 morts dans l'armée camerounaise, ce qui a permis que le 21 juin 2019, il y a eu le drapeau était en berne dans les villes du Cameroun. Incendie du centre de santé communautaire, ça c'est dans les dégâts, je reste dans les dégâts. L'incendie du centre communautaire dans la nuit du 15 au 16 février au Nigeria. Ça, c'est en 2017. Et vous voyez que dans la frontière avec le Nigeria, mais ça, c'est le côté Cameroun. Oui. Voilà. Maintenant, en 2017, le gouvernement camerounais a évalué les dégâts causés par la crise contre Boko Haram, maisons détruites, écoles détruites, marchés détruits, routes détruites et les centres de santé détruits à 40 milliards de francs CFA. Voilà l'évaluation qui avait été faite. Sauf que le tissu commercial dans cette localité a été très affaibli depuis le début de la guerre contre Boko Haram parce que c'était une localité qui était plus à même de faire des échanges avec l'extérieur, le Nigeria, le Tchad et le Niger. Mais depuis la crise contre Boko Haram, il y a eu une baisse des activités commerciales avec les pays voisins, ce qui fait que les problèmes alimentaires ont augmenté. Et en 2017, un citoyen sur 3 était affamé dans cette région. C'est pourquoi il y a eu notamment le programme alimentaire mondial qui a décidé de commencer à fournir à manger dans cette région. Maintenant, les échanges, le système touristique aussi a été affaibli parce que avec les 27 hôtels qui se trouvent et les restaurants dans cette région-là, depuis la guerre contre Boko Haram, le tourisme est affaibli parce que les visiteurs ont peur des assauts. Et entre janvier 2013 et juin 2017, c'est environ 556 attaques et 77 attentats suicides perpétrés par Boko Haram dans cette région. Ce qui fait que s'il faut reconstruire, il faudra donner aussi parfois des sépultures normales à ces personnes qui ont perdu la vie dans le cadre de la guerre contre Boko Haram. Il y a l'abandon des écoles parce que les gens disent que s'ils vont à l'école et qu'il y a par exemple un attentat suicide là-bas, ils sont regroupés, plusieurs personnes vont mourir, les enseignants fuient les écoles, les élèves aussi fuient les écoles. Du coup, les semblants d'établissements scolaires qui existaient, le primaire et autres, sont déserts. Vous vous
rappeler qu'il y a une année ici, on a fait un reportage, je pense que c'est en 2019, il y a un reportage qu'on avait montré à Equinox TV où une maîtresse était la seule à enseigner de la CIL jusqu'au cours moyen 2e année avec son bébé réalisé attaché par à même Amadou le dos. Daïro, je m'en souviens, Voilà. l'émission l'année dernière. Voilà, les chefs de 2e, 3e degré qui parfois peuvent calmer les populations et permettre à ces dernières notamment d'avoir un peu plus confiance, ont déserté eux aussi parce que notamment il n'y a plus rien à faire. On va revenir peut-être. Merci beaucoup Karine Sontia, merci à vous madame, monsieur de comprendre la réalité du Cameroun. Le Cameroun profond, le Cameroun géré depuis 38 ans par le renouveau, le Cameroun qui se veut prospère mais surtout dont on vend le pays comme étant une destination importante pour ceux qui sont à l'extérieur et qui peuvent... Merci à vous, madame, monsieur. Vous faites bien de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision, deuxième partie avec 10-12 le Zénith. Et puisque nous parlons bien évidemment de talk show à l'instant, vous le comprenez, l'extrême nord du Cameroun doit être reconstruit. Et le projet est sur la table du gouvernement camerounais aujourd'hui. Les questions sont posées quant à savoir s'il faut reconstruire, où allons-nous reconstruire, pourquoi reconstruire maintenant, qu'est-ce qu'on a d'abord construit, est-ce qu'on a fait une évaluation dans la globalité de l'extrême nord du Cameroun avec la crise, on va dire le conflit qui oppose l'armée de ce côté à Boko Haram qui fait pas mal de dégâts. Reconstruire l'extrême nord du Cameroun, possibilité ou pas, regard d'un Camerounais, mais surtout appréciation pour en terminer véritablement avec vous, Charles Mbachou. Reconstruire le Cameroun, oui, peut-être. Reconstruire l'extrême nord du Cameroun, comment et pourquoi? Monsieur Michel Ngachou, il y a eu plusieurs programmes qui ont été mis en place dans un premier temps pour aider dans une première phase au développement de l'extrême nord. Aucun de ces programmes, M. Michel Ngachou, n'a connu une fin heureuse. Et ces programmes ont toujours été mis en place à un moment où les populations du nord étaient de l'extrême nord ou des parties septentrionales étaient dans des revendications. Vous allez vous rendre compte qu'après les législatives et municipales, on entend les mouvements dans l'extrême nord où ces populations sortent en disant « nous avons voté, il faudrait que nous ayons tel nombre de fils, tel nombre ». On voit comment les calmer et on envoie toujours des fils de la région, ceux que j'ai cités. C'est vrai que certains vont m'opposer en disant que ceux que je citais, c'est des personnes du Nord. Non, je suis véritablement désolé. Il y a plein de personnes, ils interviennent aussi dans l'extrême Nord, parce que lorsqu'il fallait voir la campagne, on n'a pas choisi des personnes qui allaient être dans leur fief. C'est des personnes qui représentent la grande identité remarquable qu'est le Nord, c'est la partie septentrionale, M. Michel Ngachou. Vous avez les ONG qui, à 85%, sont plus basées dans l'extrême Nord, dans le Nord, dans la Damawa, que l'État même du Cameroun. Vous allez vous rendre compte que le PNUD, dans le programme de reconstruction qu'il avait lui-même implémenté, a lancé un investissement de près de 2,8 milliards de francs CFA. Pourquoi c'est des ONG, c'est des organismes internationaux? Vous avez le programme FIDAPAM qui a été implémenté dans la zone de l'extrême Nord. Pourquoi ce sont ceux qui viennent d'ailleurs qui vont venir implémenter une possible... Le plus grand nombre d'ONG humanitaires est basé à l'extrême Nord. Vous ne les voyez pas ici au centre, mais ils sont depuis plus de 40 ans à l'extrême Nord. Comment l'extrême Nord n'a pas pu se développer? Ils se battent à donner l'eau là, ils se battent là à organiser Médecins sans frontières à tel niveau. Vous voyez, ce sont toujours ces organismes qui viennent. L'État du Cameroun, c'est littéralement... Il y a une kyrielle d'ONG dans l'extrême Nord du Cameroun. Une kyrielle. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'avant que le renouveau ne prenne, l'extrême Nord était en pôle position. L'extrême Nord était en train de se développer. On envoyait plein d'enfants fréquentés à l'extrême Nord. Vous allez vous rendre compte que la majeure partie des fonctionnaires en service ont d'abord exercé à l'extrême Nord, au Nord, avant de remonter. Lorsque vous sortez de l'école, M. Michel Ngachou, il y avait un principe, ce que nous expliquait une fois ici, on vous affectait d'abord très loin de votre zone d'origine de naissance. Vous allez progressivement, puis vous vous rapprochez de le tête, on faisait remonter. L'extrême Nord était en pole position en termes de développement. Lorsque le renouveau prend, le renouveau met sur lui, ok, nous n'avons pas 5 à 6 choses à faire, nous allons briser littéralement.
on va le préciser comme ça, l'extrême nord. Je le dis de manière cynique. Est-ce que d'embraser littéralement, justement, Charles Amel Mathieu, puisque nous évoquions cela sur ce plateau il y a quelques jours déjà, est-ce que le vœu n'est pas de démolir toute la construction initiée par le précédent chef de l'État, président de la République, Monsieur Michel pour ne Ngacho, laisser aucune existence de ces traces? Monsieur Michel Ngacho, je vais vous poser, savez-vous que le document, il y a un document très important qui avait été mis sur pied, Monsieur Michel Ngacho, le document des projets à besoin de financement qui avait été publié, qui venait même d'être publié, Monsieur Michel Ngacho, et il n'y a aucun projet qui concerne l'extrême nord. Le Minepat est tenu par qui aujourd'hui? Par un fils du Nord, Alamine Ousmane. Mais comment vous expliquez que dans le document, M. Michel Ngacho, des projets à besoin de financement qui a été publié, rien ne figure au niveau de l'extrême Nord? L'ensemble des axes routiers il n'est pas seulement Minepat pour le Nord ou l'extrême Nord, il est Minepat pour... Mais M. Michel Ngacho, nous voguons comme ça. Non, M. Michel Ngacho, je voulais dire des choses. Le ministre des Travaux n'est ministre des Travaux que pour son village. Je suis désolé, c'est comme ça qu'on a rendu le clan. On a rendu ça, c'est comme ça qu'on a rendu dans ce pays. Aujourd'hui, quand le Ndé veut demander quelque chose, on appelle Cortez, madame le ministre Cortez, c'est elle qu'on va appeler. Que le Ndé n'a pas de route, le Ndé n'a pas de ceci, le Ndé c'est elle qui va descendre faire. Regardez comment ça se passe même dans le sud. Est-ce qu'elle est la ministre du Ndé? Elle est la ministre de la République. Non, c'est pour comprendre ce que Charles Amel a dit. Une seconde. Un ministre de la République, ministre des Travaux publics, il s'appelait Ambassadeur Patrice. Lorsqu'il a voulu se comporter comme ministre de la République, en revendiquant ce que les textes qui le nomment, dans l'organisation du gouvernement qui le nomme, les attributions qu'on lui assigne, il dit, c'est moi l'ingénieur de l'État. Je dois regarder et planifier tout ce qui a été voté. On lui a dit, ce n'est pas pour ça que tu es là. On l'a enlevé du gouvernement. Donc, il faut comprendre ce que Charles Amel a dit. Il faut penser qu'il a risqué la prison. Il fallait plutôt qu'il dise que des 22 millions de Camerounais, le chef de l'État vous aime, c'est pour ça qu'il a choisi votre fils. Voilà. Mais comme lui veut se comporter comme ministre de la République, on lui dit non, Monsieur Michel Ngacho, quel est ce pays où lorsqu'on vous nomme, on vous reconduit à une fonction, c'est votre village qui organise la fête pour dire motion de soutien sur l'État, pour avoir reconduit notre fils et qu'on sort pompeusement. C'est ça ce qu'on vit. C'est pour ça qu'on interpelle ce fils en disant, vous voilà qui négligez vos différentes zones. Dans tous les documents en termes de projet, le projet de route, à l'heure actuelle où je vous parle, il y avait un programme de route qui a été mis en place. On interpelle le ministre Gandou Messi et l'armée du Cameroun. Vous avez vu l'armée a combien communiqué pour essayer de se défendre concernant la gestion de ce projet. Mora et de Banga, voilà. Vous voyez ce projet. Dabanga. Ce projet, ça a été pilonné pourquoi? Tous les projets à l'extrême nord, lorsqu'on parle de financement, l'argent arrive, on déclenche le projet et après vous vous rendez compte, les appareils disparaissent, les machines disparaissent. L'extrême nord a été abandonné. L'extrême nord est aujourd'hui dans un état, monsieur Michel Ngacho, je dis de putréfaction très avancée. Je doute fort même. Non, monsieur, je le dis, monsieur Michel Ngacho. Les faits sont là. Quand vous quittez Garoua pour Maroua pour Yagua, vous allez à Pousseri. Vous avez combien de ponts? Est-ce que vous savez que dans l'extrême nord, monsieur Michel Ngacho a plus de 3 à 4 ponts qui sont effondrés et dont on est en train de penser une possible. Les populations traversent le dernier pont qui vient d'être coupé. C'est par là, c'est par on pourra vous taxer justement de destructeurs justement des valeurs. Non, monsieur Michel Ngacho, ce pont date de 1975. Si vous voulez, on vous donne non, ce que vous dites est vrai. Il y a quand même le tronçon Saochai et Doukoulou qui est réalisé à 45%. C'est bon. Ça n'est toujours pas réalisé. Juste vous dire que les faits, nous présentons les faits aux Camerounais. Et nous présentons les faits justement aux yeux du monde. Du comment est-ce que les dirigeants du Cameroun s'emploient à diriger le pays qui est le nôtre. Monsieur Michel, maintenant, un gynécologue pour 1 million d'habitants, ça vous suffit? Un gynécologue pour 1 million d'habitants dans l'extrême nord du Cameroun. Vous préférez ça que je vous le dise? Oui, justement vous dire que ceux qui nous regardent ce matin... Les centres d'imagerie médicale tant annoncés n'ont pas encore vu le jour. Tous les l'extrême nord n'a que 2 pédiatres. 2 pédiatres. Vous voulez qu'on continue, monsieur Michel Ngacho? On va le construire. C'est bon, voilà. C'est pas Rési le Charles Amel. Voilà.
Madame, monsieur, merci à vous. Merci infiniment. Le talk show se poursuit sur les antennes d'Equinox Télévision 10-12. Le Zénith se poursuit également. Et vous, comme vous le savez, vous êtes assez nombreux à nous laisser bien sûr vos nombreux commentaires et vos appréciations. Mais surtout, en regardant la situation de l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui, quel regard vous y jetez? L'extrême nord est-il exclu du Cameroun? Les Camerounais n'ont-ils pas le droit de tout faire pour savoir comment est-ce que l'évolution, la construction de ce pays doit se faire ou pas? L'extrême nord, que font exactement les fils de l'extrême nord du Cameroun? Pourquoi garde-t-on ce mutisme quand on connaît bien sûr la réalité? Et que dire de ces élites qui écument les ministères et qui jonchent en fait les rues de Yaoundé aujourd'hui à bord des grosses voitures, des cylindrés, qui tout le temps, une fois de retour dans l'extrême nord du Cameroun, s'emploient à narguer les populations en disant « je viens de Yaoundé », en regardant peut-être 2 ou 3 petits kilos de riz ou encore un peu de sel, pourquoi pas un peu d'huile ou de sardines. Finalement, quel pays voulons-nous construire? Les messages, Karine Sontia. Oui. Voilà pourquoi Mamadou Mota est en prison, parce qu'il a ouvert les yeux aux populations de l'extrême nord. Astrid Koulak qui écrit ce matin. Pour moi, le viol est un acte criminel et hypocrite. Pourtant, à Mini-Ferme se trouvent des jeunes filles, un cours. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Simplement dire qu'il y a des vendeuses de plaisir. Au lieu de violer, on peut s'y rendre. Mais toujours est-il, on ne peut pas faire la promotion. Pourquoi? Parce que il est dit, il est écrit que ceux qui vont vers les prostituées, ils laisseront bien sûr leurs héritages. Merci. C'est Madame Yao qui avait dit que Beta, elle, pas mourir à Yaoundé. Chris Ducamet qui écrit ce matin. Un autre message. Étouffer la colère d'un peuple, c'est l'inscrire à l'école de la rébellion. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un exemple palpable. Il faut écouter. Les dirigeants sortent l'argent pour reconstruire plutôt leur maison. Sorel Blanche Dicou qui a écrit ce message. I can't understand how the northern zones are the poorest, yet the CPDM is still winning big time there. Can someone from that zone explain to me? Thanks. Bombok. Do you have the explanation? En français, Bombok. Non, c'est une volonté, d'abord sur le plan purement politique. Oui, mais lorsqu'on fait gagner, le RDP se gagne tout le temps là-bas l'extrême nord du Cameroun. Tout le temps. Oui, c'est ce que je vous explique. Oui. En réalité, on a voulu créer un problème. C'est-à-dire que Ahidjo, étant du nord, aurait abandonné une partie qu'on appelle l'extrême nord. C'est voilà comment on a construit dans l'imagerie populaire dans notre pays. Donc en fait, l'extrême nord qui était abandonné, aurait été abandonné par Ahidjo, a trouvé maintenant un papa qui s'appelle Paul Biya. Voilà comment ça a été fait. Or, ils sont donc l'enfant abandonné ne peut pas reprocher à son père que papa j'ai faim, papa il faut que j'aille à l'école, papa, parce que Dominique Audrey a cité une école là. On a laissé passer. Mais en fait, comment vous pouvez imaginer qu'une école publique située à côté de la résidence du gouverneur, de la résidence secondaire du chef de l'État, n'ait pas de table-banc? Zokok. Ah? Zokok. Oui, n'est pas de table-banc. Ouais. C'est comme vous me dites, l'école Petit Jos à Bonanjo n'a pas de table-banc. C'est quand même terrible. Bon, c'est moi, ça va aimer, on peut comprendre que là-bas, bon, les indigènes, bon, voilà, on peut se débrouiller, les parents d'élèves. Mais à Bonanjo, vous imaginez l'école Petit Jos n'ayant pas de petit banc. C'est un peu ce que ça signifie. Les messages, Karim. Faut savoir que ce sont les familles qui empêchent les victimes de viol de dénoncer le violeur qui fait partie de la famille Sorel Blanche. Oui, dans certaines familles. Oui, notre message. D'autres, même quand tu vas te plaindre chez eux, c'est ceux-là même qui veulent aussi encore te violer. Mélanine Kuhn qui a écrit ce message ce matin. Il y a des mamans qui font des rastas à leur fille de moins d'1 an. C'est terrible. Moi, j'ai fait la remarque à une maman, c'est à peine si elle ne m'a pas giflé. Oui,
c'est grave. Hein. Je ne suis pas toujours remise, je ne me suis pas toujours remise de mes émotions pour le cas de la jeune fille violée et morte, vu qu'elle a le même âge que ma fille. Les viols sont récurrents dans notre pays. Qu'est-ce qui ne va pas? C'en est trop. Les stars camerounaises se sont indignées pour le cas de Daphné. J'attends voir aussi comment elles se comporteront pour ce cas. Donc, il y a un problème d'ordre culturel dont le gouvernement tient la principale responsabilité. On ne peut pas admettre, par exemple, que lors de fêtes comment je veux dire ça, de première de fêtes de Noël, comment on peut faire danser dans des écoles des ballets pour des jeunes filles en disant dans Calalère ou comment coller la petite. On fait danser ces chansons pour des ballets qu'on organise pour des écoles primaires et maternelles. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'État prend sur lui... Même les maîtresses, justement, oui, de la maternelle ont un problème. C'est quel est le projet? Et les directrices et les directeurs d'école... Quel est le projet? Sont complices en même temps. Voilà. Après, c'est des chansons obscènes. On commence à apprendre ça aux enfants. Et les mamans à la maison commencent justement à accompagner ces maîtresses-là avec des coiffures bizarres, au lieu de faire même des petites coiffures avec le fil noir, on fait des trucs avec on vous dira c'est révolu aujourd'hui, mon Ah, ouais, d'accord. Mais les frondes, quand on met les frondes jaunes, on dit souvent les matons, on fait les frondes trompes jaunes, verts, jaunes. Ça, c'est le voyeurisme qu'on apprend à cet enfant de 4 ans qui va faire les ballets lors de le fin du premier trimestre. Bien revoir également les tenues aussi. Mais par contre, nous savons justement que dans ces écoles ou dans nos écoles, nous avions juste ce qu'on appelait les soirées culturelles. Et pendant les soirées culturelles, on nous imposait justement à venir dans nos soirées culturelles en tenue d'apparat, les tenues traditionnelles, on les avait. Mais on ne comprend pas comment aujourd'hui il y a une propension dans ces écoles. Si on va parce qu'on a tué ce qu'on appelait l'orchestre national à Yaoundé. Les Ali Baba, Chantal Aïssi le Duc et tout, qui viennent là poser la question. Donc, je vais dire... Il y a une mauvaise valorisation de cette... Voilà, non. Ce ballet national, théâtre national, les gens qui allaient avaient donc des démembrements au niveau des départements. Donc, dans chaque lycée et collège qui se préparait pour les soirées culturelles, les groupes essayaient de danser dans de toutes les localités du pays. Parce que c'était une reproduction de ce qu'on faisait au ballet national. Or, aujourd'hui, le ballet national, les centres culturels camerounais n'existent plus. On les a détruits. Parce que quand on dit n'existe plus, c'est comme si ça a disparu comme ça. On les a détruits. Le bâtiment est encore là. Oui, les bâtiments sont là qu'on a confiés aux églises. on a confié aux églises. Bon, vous participez à l'assassinat spirituel de vos enfants pour faire la promotion des égrégores qui vous viennent d'ailleurs. Très bien. On vient prier. Michel, il y a que le risque lorsqu'on décide de s'ouvrir à d'autres cultures, c'est qu'on puisse annihiler la nôtre. Oui. Depuis hier, on observe sur la toile, on a la tenue traditionnelle qui nous vient de l'Ouest et on a un expatrié qui est totalement nu et qui arbore ce type. Et couvre son sexe avec. Voilà. Ouais. Le reproche qu'on peut faire, c'est que nous ici, on le leur rend généralement quand ils viennent ici. Comme cadeau. Oui, nos cadeaux, nos queues de chevaux, les queues de cheval. Ouais. Voilà qu'on remet à ces gens-là. Et au risque que on assiste à ce genre de spectacle qui frise et même qui froisse. Donc, s'ouvrir au monde fait qu'on risque de perdre notre identité. Donc, il faudrait au maximum qu'on ancre nos cultures, nos avoirs, nos valeurs dans la jeune génération parce que nous sommes quasiment perdus déjà avec tout ce à quoi on est exposé aujourd'hui. Mais il faut protéger ce qui arrive derrière. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Il faut bien c'est d'ailleurs une femme qui l'a dit. Hein. Oui, c'est formidable. On l'appelle la Grande Royale. Elle a dit exactement ceci. L'école des Blancs où nous envoyons nos enfants va perdre en eux ce que nous aimons le plus et ce qu'ils ont le plus cher. Merci beaucoup, bon Bengal. Merci à vous, madame. Il faut écouter la femme. Nous, les Bantous, on écoute les femmes. Merci infiniment pour vos nombreuses réactions. Nous rappelons bien évidemment ce matin que les sujets qui gravitent autour du Cameroun, c'est que le professeur Maurice Kamto, on dira peut-être pour beaucoup qui trouvent encore l'occasion de nous le dire, est toujours assigné à résidence là, chez lui, au quartier Santa Barbara. Une question qui ne cesse de fâcher pas mal de Camerounais aujourd'hui, qui se demandent finalement, est-ce qu'on pourra lui dire de quoi est-ce
est-ce qu'il est véritablement reproché aujourd'hui pour pouvoir le maintenir dans ces conditions? Est-ce que le vœu du régime en place, c'est de tout faire pour le violenter dans le silence, dans cette attitude-là? Est-ce que Maurice Kamto s'en sortira ou pas? Va-t-il rester fort, serein vis-à-vis de son combat qu'il mène aujourd'hui? Et nous nous posions encore la question de savoir, est-ce que le combat qu'il mène, les Camerounais le comprennent-ils, ou le combat est le sien véritablement à chaque Camerounais de faire son analyse, son introspection, mais surtout de voir comment penser le lendemain. Vous le savez également qu'une marche est initiée au Cameroun le 6 octobre prochain, et là encore, on a pu voir les éléments de la police, de la gendarmerie, qui sont déjà, au moment où nous parlons, dans la ville de Douala, positionnés un peu de partout dans les différents carrefours. Les Camerounais auront-ils... À Bafoussam aussi. À Bafoussam également. Vont-ils, les Camerounais, cette fois-ci, braver l'oppression quand on sait que quelques-uns viennent d'être libérés des commissariats, et d'aucuns disent qu'ils sont sortis, ils étaient très peu nombreux, et cette fois-ci seront 1 million dans la rue, et on verra comment arrêter les 1 million de Camerounais. Vont-ils le faire ou pas? On peut encore les tant de commentaires sur la toile aujourd'hui. Parlons justement de toile. Karine Santia, la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse d'abord au viol. Ce matin encore, cette jeune adolescente de 17 ans, nommée Minette Fotine, qui venait d'avoir son BEPC, a été retrouvée évanouie près d'un immeuble en construction au quartier Leurs Pommes, et puis conduite à l'hôpital. Les examens vont révéler que la gamine a eu une activité sexuelle dégradante avec des sécrétions vulvaires et une déshydratation, et pour la famille, rien à faire. C'est le viol. Et c'est de ça qu'on parle ce matin, puisque depuis quelques jours, déjà la toile a été prise en émoi par des déclarations d'une chanteuse camerounaise suite à ce qu'elle a vécu elle-même. Mais cette histoire-ci nous rappelle encore qu'au Cameroun, autour de nous, il y a des potentiels violeurs. Mais comment est-ce qu'on gère avec ce genre de personnes? Pourquoi alors le procureur de la République ne s'est pas saisi directement de cette affaire? Comment est-ce qu'on peut interpréter cela, sachant que les quartiers comme Leurs Pommes et Leurs Bessous sont réputés actuellement comme des quartiers très, très insécurisés? Alors justement, Karine Santia, ce matin, nous tentons de comprendre le rôle, la place, l'implication, l'impact même du ministère de la promotion de la femme et de la famille au Cameroun. Et la question justement, peut-être l'interpellation a maintes fois été faite sur ce plateau. Qu'est-ce qu'elle fait justement cette ministre lorsque les femmes sont violées aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait justement cette ministre sans sortir pour parler au nom de la famille? Que fait-elle lorsqu'elles s'en fout en réalité de la condition de la famille, surtout de la femme? À quel moment est-ce qu'on les voit? Uniquement pendant le 8 mars? Finalement, les femmes doivent être traitées comme cela dans un pays qui se veut respecter. Et que dit justement la femme? Ou que disent les femmes? La question est posée ce matin, au-delà des réactions sur Internet, au-delà des réactions, on a vu Daphné en semaine, il y a eu de l'émotion, Daphné a fait une sortie, tout le monde en parlait, cette petite fille également qui est violée et cette fois-ci qui en est morte. Est-ce qu'on devrait rester muette, Dominique Audrey? On devrait aller dans ces ministères-là, je l'ai dit dès le départ, même si vous avez fait genre, vous m'avez coupé, je l'ai dit, que ces femmes, ces deux femmes... Non, je ne vous coupais pas, je vous calmais en fait. Ces deux femmes dont j'oublie volontairement le nom ont le devoir de nous donner des explications. Il faut qu'elles nous disent en quoi consiste, quel est le job description de leur ministère. Si dans leur ministère, elles ont pour rôle de protéger la femme, de protéger la famille, de protéger les couches vulnérables, alors elles doivent nous dire qu'est-ce qu'elles ont fait sur le terrain depuis toutes ces années où on énumère tous les jours, chaque jour, des viols. Je crois que le mois dernier, c'était un bébé qu'on a vu dans une mare d'eau. C'était un petit garçon qui a été sodomisé également. Personne n'a rien dit. Mais lorsque M. Kamto organise les marches, on réunit les femmes pour leur dire ne marchez pas, restez tranquilles. Là, je parle de more women. Oui, une politique. Voilà. Elles ne disent rien. Ou bien il faut exclusivement qu'on parle des femmes lorsqu'il s'agit des élections ou bien lorsqu'il s'agit des marches. Ou bien celles qui ont été violées, qui sont mortes là, ne sont pas des femmes. Il faudrait
qu'une communication au moins soit faite. Je me Non, demande. mais est-ce que la communication qui sera faite, est-ce que c'est suffisant? Qu'on Est-ce que c'est commence ce qu'on par veut là. voir? Dans d'autres pays, hein. Où sont donc ces ministres là finalement? Michel Gachou. Vous les femmes, qu'est-ce que vous faites pour les interpeller? Peut-être vous interpellez sur ce plateau, mais où sont les femmes du Cameroun qui se disent on a un ministère de la promotion de la femme et de la famille? Ça sert donc à quoi d'avoir ce ministère? La zombification dont on parle tous les jours ici touche également ces couches-là. Vous comprendrez que peu de Camerounais savent qu'ils ont un droit de regard sur chacun de ces ministères-là. Peu de Camerounais savent qu'ils peuvent porter plainte à une société qui ne leur donne pas les services auxquels ils ont droit. Peu de Camerounais savent qu'ils peuvent attaquer leur pays en justice parce qu'ils ont vécu une injustice, disons ça comme ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ce ministère est obligé de les protéger. Combien de Camerounais savent que dans les hôpitaux, il y a une cellule qui doit s'occuper des femmes qui sont indigentes et qui ne peuvent pas payer leurs factures parce qu'elles sont même quasiment absentes. On nous donnera l'argument de le budget n'est pas... Mais que font ces ministères des budgets à elles, alloués, à eux? Excusez, vraiment. Oui, on peut vous comprendre. Je suis désolée. On peut vous comprendre. Que font-ils des budgets à eux alloués? On organise des séminaires avec des biscuits qu'on mange entre copains, entre copines. On commente la dernière voiture de telle autre et après chacune rentre chez elle. Je voudrais, permettez-moi, Dominique Audrey, parce que le sujet est assez grave quand même ce matin, on a quand même assez interpellé. Il y a ce qu'on appelle les synergies africaines dans ce pays, non? Tenues par la première dame du Cameroun quand même, où on ne voit que des femmes, des hauts commis de la République qui y travaillent, du moins c'est une association de femmes. Elles militent justement, oui, pour la question liée au sida, au VIH-Sida aujourd'hui. Mais est-ce que ces synergies... Non, ce n'est pas. Ils ont agité contre les souffrances. Contre les souffrances. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Bengan. Alors, vraiment, on a se demandé à quoi donc serviraient même les synergies africaines aujourd'hui gérées par la première dame Chantal Biya. Je n'ai jamais vu ces femmes-là aller à Makepe ou bien aller ici à... C'est où? C'était le bar où les filles là vendaient... Quoi ça? À quoi ça? À quoi ça, bon appétit. Vous les avez vues là-bas? Elles vont dans des endroits où elles peuvent se retrouver, où il n'y aura pas de musique. Il y a les grandes salles de fête. Elles ne vont pas se mélanger à la racaille à nous autres. Et les personnes en souffrance sont des invités. Donc les souffrances là, c'est certainement entre elles là-bas. On vous invite, on vous habille, on vous nettoie et tout. Vous chantez, vous dansez. Oui, elles ne vont pas aller là-bas. Elles n'iront pas là-bas. Donc ces ministères, dans d'autres pays, dans des pays sérieux, où tout le monde fonctionne normalement avec toute sa tête, lorsqu'il y a des situations comme celle-là, je vous ai dit que j'ai regardé un reportage dans le journal en France où un arbre était tombé dans une école primaire. Et le président s'est déplacé pour aller voir comment ça s'est passé. Donc, dans un autre pays, ce genre de situation, au moins on a une communication qui nous explique quelles sont les circonstances de la mort et qu'on nous annonce au moins qu'il y ait une enquête. Très bien. On veut avoir l'impression en tant que Camerounaise de compter, pas qu'on ne compte que pour du beurre. Karine, votre point de vue justement sur ce sujet ce matin, parce que la femme aujourd'hui est blessée, est charcutée, va-t-on même dire. Quand on regarde ces images, quand on apprend ce qui se passe au Cameroun, on a interpellé le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère des Affaires sociales, les synergies africaines, la société les femmes civile là, qui va aller postuler pour le secrétariat international là. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir en sortir? Est-ce qu'on doit seulement se limiter aux commentaires qu'on voit sur les réseaux Écrire sociaux de nouvelles chansons pour chanter pendant les élections. C'est ce qu'il faut faire. Parce que dans les prochaines chansons pour les élections, il faudra faire la promotion du viol. Là, ça va peut-être ils vont commencer à réfléchir. Parce que ça commence à devenir un peu n'importe quoi. On fera quand même pas la promotion du viol. Attendez, puisqu'ils peuvent faire la promotion des personnes, pourquoi ils ne font pas aussi la promotion du mal? Parce que ça commence à devenir un peu trop. Dans une rue, on dit qu'on a tué un enfant, on a abandonné, personne ne parle. On dit à Yaoundé qu'on a tué les gens c'était quel quartier, monsieur Mathieu? Personne ne parle. On dit qu'une enquête est ouverte, l'enquête ne se ferme jamais. C'est dans quel pays qu'on trouve tout ça? Cameroun. C'est dans quel pays qu'on trouve tout ça? Nous regardons au moins ailleurs, même si c'est parfois des mises en scène. On voit comment, lorsqu'il y a des situations comme ça, le procureur de la République se saisit d'abord de l'affaire. Parce qu'une situation comme ça peut émeuter un quartier. Si plusieurs personnes peuvent abuser d'une fille et qu'elle en meurt, à leur pompe par exemple, tout le monde pourrait se lever et sortir dans la rue.
Mais si on a des gendarmeries, des commissariats à côté, on ne fait rien. C'est quoi ce genre de pays où tout le monde est capable de faire ce qu'il veut et puis s'en sortir? On peut arrêter, dans notre pays, quand on arrête quelqu'un qui a travaillé à la mairie en tant que faux employé de la mairie, on le brandit. Voilà les faux employés de la mairie. Oui, mais quand on arrête on a le cas, sans vous couper, on a le cas justement du sous-préfet justement, qui a eu l'affaire avec Lydiane Taba aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce sous-préfet? Quand on arrête un voleur de fer à repasser, on le brandit. Un voleur de beignets, on le lapide. Mais lorsque quelqu'un tue une personne, on le protège. On cache même son visage dans le lorsque qui a tué la personne, parce que... On est même obligé... Est-ce que vous avez vu les images du sous-préfet jusqu'à aujourd'hui? Je dis bien, même dans les reportages, quand on montre les gens qui ont peut-être perpétré certains actes, peut-être les viols et autres, parfois on est obligé de brouiller un peu, on floute son visage. Oui, il faut on expose le bandit. On floute le visage du violeur, de l'assassin. Pour nous montrer qu'il y a des gens quand même qui peuvent être protégés. Ça commence à devenir trop. La tradition doit intervenir. Et dans un pays pareil, il faudrait que les traditionalistes s'impliquent. Quand on gâte le corps de cette fille, je dis, de là où je viens, quand on gâte, je vous assure, vous allez vous-même vous exposer. De l'endroit où vous serez? Oui, de l'endroit où moi je viens, on gâte le corps et vous vous exposez. Merci. Rapidement, Charles Hamel, vous laissez votre point de vue sur cette question rapidement. Il ne faut pas appeler les traditionalistes parce qu'il faut tuer. Quand il faut prévenir, vous ne nous appelez pas pourquoi? La justice. Vous ne nous appelez pas pourquoi? Ne nous appelez pas seulement quand c'est déjà gâté, vous venez dire, vous venez tuer. Non, monsieur Michel Ngachou, je ne suis pas d'accord. Je pense que, si pour aller vite comme vous le demandez, que chaque parent se munisse ce soir d'un gourdin. Vous voyez un gars qui tourne auprès de votre fille de manière bizarre, vous l'attrapez. Parce que les faits sont saillants, on nous a abandonnés. C'est comme ça qu'on était arrivé à la justice populaire, M. Michel Ngachou, au Cameroun. On était arrivé comme ça à la justice populaire. À un niveau, on donnait un bandit, on le libérait. Les populations ont décidé désormais. Nous sommes en proche de fin d'année. Il y a beaucoup de rituels qui sont demandés dans les différents cercles. Il faut poser un ensemble de choses. Protéger vos filles, éduquer vos filles en restant à la maison. Merci. À une certaine seule sortie qu'elles sont à Je vous en prie. On est déjà abandonnés. Vraiment. Protéger. C'est tout. Dites tous les zéniths, madame, messieurs, restez avec nous sur notre antenne. D'autres sujets nous interpellent dans un moment, mais parlons-en juste après la pub. Salut Consti Lamine qui est avec nous. Bonjour Consti. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les parents qui nous regardent en ce moment, bonjour à tous les élèves et bonjour bien entendu à toute la clientèle, les magasins Sorepco. Alors ce matin je viens avec bien entendu un autre département des magasins Sorepco pour rappeler tout simplement à tous nos téléspectateurs que Sorepco ce n'est pas que le matériel de construction, Sorepco ce n'est pas que les congélateurs, Sorepco ce n'est pas que les tôles, ce n'est pas que les meubles, ce n'est pas que les matelas. Sorepco, c'est également la vente des cahiers. Il faut le rappeler, c'est une représentation exclusive de la société Sorepco au Cameroun et en Afrique, à savoir la marque des cahiers Omega. Ah ben oui, que vous retrouverez bien entendu dans tous les magasins Sorepco. Des cahiers de très très bonne qualité, une très bonne pagination, une couverture de qualité en question d'éduquer davantage les enfants de la maternelle, du primaire et même du supérieur. C'est des cahiers de très très bonne qualité. Je sais qu'il y a pas mal de cahiers sur le marché camerounais, mais alors, il y a avant tout, et d'abord, les cahiers de la marque Omega, vendus dans les magasins Sorepco. Retenez bien entendu cette marque. Elle est mondialement reconnue. Elle est reconnue du côté de l'Europe, du côté de l'Asie, du côté des États-Unis et du côté, bien sûr, de l'Afrique par les magasins Sorepco. Dans tous les magasins Sorepco, la promotion des cahiers à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite passer à la vente proprement dite. Nous allons commencer déjà par la première, c'est-à-dire par la première pagination. Vous avez les cahiers de 120 pages. Vous les avez à 198 francs le cahier, chers téléspectateurs. Oui, un cahier de 120 pages de qualité supérieure. Vous l'avez, bien entendu, chers téléspectateurs, bien entendu, à 198 francs le cahier de 120 pages. Le cahier de 192 pages, vous l'avez à 325 francs dans tous les magasins Sorepco. Ce n'est pas tout. Un cahier à 75 francs. Oh là 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 là.
32 pages. La marque Omega, vous l'avez à 75 francs. Le cahier dans tous les magasins Soreco. À côté bien sûr de cette pagination, on parle également des cahiers de 200 pages. Vous les avez à 300 francs le cahier. La qualité, la garantie, la durabilité, la résistance, bien entendu, c'est dans les magasins Soreco avec les cahiers de la marque Omega. On parle également d'un cahier de 300 pages de qualité supérieure. Vous l'avez à 500 francs le cahier dans tous les magasins Soreco. Ceux qui ont besoin d'un cahier de 400 pages dans lequel on peut prendre deux cours, bien sûr, deux cours différents, deux matières différentes. Vous les avez à 690 francs, le cahier de 400 pages dans tous les magasins Soreco du Cameroun. Je rappelle que la vente se fait en gros et en détail. J'attire l'attention des libraires, j'attire l'attention des revendeurs. Quel que soit l'endroit où vous êtes, appelez M. Kemadjou, appelez le service commercial de Soreco et commandez vos cahiers que vous avez à partir de 75 francs le cahier. Est-ce que les enfants doivent encore rester à la maison? Oh. Est-ce que les enfants doivent partir à l'école sans les cahiers? Oh. Est-ce que les enfants doivent encore demander des cahiers chez le voisin? Oh. Est-ce que les enfants doivent encore prendre les cahiers du voisin? Non, parce que Soreco vous permet d'acheter un cahier à 75 francs. Oh là 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 là. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est doux. Le cahier de Soreco, la marque Omega. Ah ben oui. Un cahier de 400 pages, vous l'avez à 690 francs. Un cahier de 300 pages, vous l'avez à 500 francs. Un cahier de 200 pages que vous retrouverez ailleurs à plus de 400 francs. Mais vous l'avez chez nous à Soreco à 300 francs. Le cahier de 200 pages. Au-delà du prix, il y a la qualité, la résistance et surtout l'éducation de ces cahiers. Il n'y a pas que les cahiers dans les magasins Soreco. Il y a également des meubles pour les tout petits parce que vos enfants ont besoin d'un confort. Vos enfants ont besoin de bien s'asseoir à la maison. Vous avez une table plastique pour enfants qui permet à l'enfant d'étudier les cours à la maison. Vous l'avez à 40 000 francs. Une table plastique de qualité avec 1 an de garantie. Vous l'avez à 40 000 francs dans tous les magasins Soreco. Il y a également des chaises plastiques uniquement pour les enfants. Regardez la beauté de cette chaise. Vous ne la retrouverez nulle part ailleurs, rien que dans les magasins Soreco. Vous l'avez à 5 000, une chaise en plastique pour enfants. Mototenye sengalema tatan. Wapulate kaye yabwam. Alande o Soreco. You want buy fine kaye. Just go for Soreco. Les revendeurs, les libraires, les parents qui veulent acheter en quantité, c'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent dans tous les magasins Soreco et acheter les cahiers à partir de 75 francs. Retenez, la marque c'est Omega, les cahiers homologués par l'État camerounais, les cahiers qui répondent aux normes du Cameroun. Vous les avez dans tous les magasins Soreco. La vente se fait en gros et en détail. N'oubliez pas, le cahier c'est Omega. Nous vous remercions, Consti Lamine. Merci. On verra ce qu'il y aura lieu de faire avec ces cahiers dans les jours à venir. Et merci également d'être passé par là ce matin. Madame, Messieurs, 10-12 le Zénith, en réalité, vous permet de comprendre le Cameroun. Il y en a qui trouvent qu'on est très dur et qu'on dit des choses forcément pour détruire le Cameroun. Non. Nous restituons le Cameroun aux Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous présentons le vrai visage du Cameroun à ceux qui, à un moment donné, se disent est-ce que nous sommes dans un pays qui nous appartient ou pas? Et rassurez-vous quand même qu'il peut y avoir quelques petites menaces, quelques manipulations, tentatives de manipulation malheureusement pour nous. Et nous avons juré justement sur l'honneur ne jamais vous trahir. Et on continuera justement à le faire jusqu'à aujourd'hui. Karine Santia, d'autres sujets qui nous interpellent. On a marqué une pause entre cette revue des réseaux sociaux. Nous vous écoutons. Oui, je vous proposerai ce matin une vidéo qui nous a quand même beaucoup étonnés et inquiétés parce que dans cette vidéo-là, il y a des chansons, il y a toute une chorale dont la police camerounaise qui scande le nom du chef de la police, Martin Mbargangile. C'est le responsable aujourd'hui de la police camerounaise. Je vous propose d'écouter cette vidéo ou de regarder et puis on va faire les commentaires. Ah ouais, mon commissaire Martin Mbargangile. Le père de la police. Il lui demande
Qui est le père de la police et dont le nom résonne dans les chansons de ces sujets. C'est une hymne nationale, quoi. En d'autres termes, parce que je veux comprendre. C'est l'hymne de la police, peut-être. Wonderful. Ben, je suis sans voix, hein. Sincèrement. Je suis sans voix, je suis surpris. Allez, allons-y rapidement. Ces images font bien sûr le tour de la toile depuis des heures et depuis des jours en même temps. Et hier encore, on allait plus loin, Karine Santia, j'arrête pas de rire parce que vous vous demandez dans quel état vous vivez, dans quel pays vous vivez véritablement. Une chorégraphie sur cette chanson. Non, attendez, vous parliez de l'histoire. Je perds mon latin véritablement. Si on veut rester dans le cadre de la délégation générale à la sûreté nationale, je pense que c'est le moment, par exemple, pour l'État du Cameroun, de mettre un type comme Paul Pondi, qui était le premier délégué en surface, et de lui d'apprendre aux jeunes Camerounais comment la police camerounaise a été formée. Paul Pondi, Jean Fauchivé, ainsi de suite, comment ils sont sortis de Dakar pour aller former la police aujourd'hui. Mais ce qui se passe là, justement, la déification des personnes qui sont encore vivantes, ça va nous abrutir davantage au point où, si on ne se méfie pas, dans 30 ans, nous risquons même de ne pas avoir de larmes pour pleurer. Ce qu'il arrive là, il faudrait que les Camerounais, d'abord pour commencer par ceux qui nous dirigent, commencent à avoir honte. En fait, quand je dis avoir honte, mais à mettre Dieu devant et les ancêtres, pour qu'on parvienne à une séance d'exorcisme collectif du peuple camerounais. C'est-à-dire organiser les funérailles de nos ancêtres et se rétablir, se repositionner, se requinquer. Bon, dans l'aéronautique, on parlerait de prendre un nouvel envol. Mais quand on continue avec ce genre de manifestations, chers amis, nos ancêtres vont nous tourner le dos. Et quand ils vont nous tourner le dos, le ciel du Cameroun continuera à s'assombrir. Avec votre permission, bon Bengal, je voudrais humblement, je demande ceci encore à la réalisation. Permettez-nous de comprendre, de revoir justement ces images-là, de comprendre exactement ce qui se passe. Je vous en prie, faites-le pour que les Camerounais d'ici et d'ailleurs sachent ce qui se passe. Écoutons. Le père de la police. C'est une cérémonie. Alors, lorsqu'on est dans une déification comme celle-là, Charles Batiou, on respecte d'ailleurs Mbagangele, monsieur le délégué général de la Sûreté nationale. Mais à quel point, quel est le niveau justement qu'on attend aujourd'hui au Cameroun? Lorsqu'on rentre dans cette bassesse-là, comment vous analysez ça? Nous sommes dans le moboutisme, monsieur Michel Ngacho. Vous vous rappelez de cette période où au Congo-Zaïre, au Congo-Kinshasa, on faisait passer avant le début du journal l'image de Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga dans les nuages. Son image sortait, c'était le premier pas de l'infographie. Avant tout journal, à la fin du journal, c'était son image qui passait pour démontrer qu'il était élevé au rang de Dieu. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on est en train de faire, le baptiser, le père de la police, M. Michel Ngacho, je ne sais pas, et c'est la raison pour laquelle, depuis qu'on utilise ces expressions, oh, M. Ngacho, président Ngacho, bonjour, ces expressions président qu'on donne à tort et à travers, voilà des exemples. Et bon, nous le disait ici, à vous demander à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire? Il veut devenir freeman. Bon, voilà, il est père de la police. À quel niveau se situe sa paternité? Était-ce lui qu'il est au fondement de la création de la police au Cameroun, quand on sait qu'il y a des personnes des plus dures, des personnes comme les gens Fauchivé qui sont passés, on a parlé de Paul Pondi, il y a bien des personnes. Oui, le premier délégué à la Sûreté nationale, c'est Paul Pondi. Pourquoi on ne pourrait... Mais c'est quel type même de chanson, monsieur Michel Ngacho, qu'on essaye? Quel est l'instructeur même qui allait? Bon, on peut comprendre que c'est une sortie des élèves de Moutenguene. Quand on voit, ça peut être une sortie des élèves de Moutenguene qui se retrouvent à entonner cela. Celui qui sort et qui a passé
2 ans, 3 ans, à chanter matin, le père de la police. Sur la route, vous pensez qu'il va faire quoi? C'est le père. Quand vous mettez dans l'esprit de quelqu'un que c'est le père, alors vous voyez, à côté de ça, on est rentré, ça nous démontre qu'on est dans un régime qui, en plus d'être dictatorial, est un régime de déification, d'éternification. On veut s'éterniser au pouvoir. Le père de la police, non, j'estime que c'est fort. Et si lui-même, c'est quelqu'un qu'on connaît quand même d'assez intègre, si lui-même a accepté une telle chanson, c'est quelqu'un qu'on connaît, on connaît Martin. On connaît son très intègre. C'est un homme sobre. Très sobre, très calme, qu'on ne comprend pas, qu'on ne le voit pas. S'il accepte justement cela, c'est la preuve justement que... Parce que là, il se met directement en opposition avec avec le chef de l'État, effectivement. de la République. Ce n'est pas aussi que... Ce n'est pas aussi que... On valide le fait pour le président de la République d'avoir des chansons à savon. On ne le valide pas, mais le fait dans le système qui est le nôtre, c'est franchement se mettre au devant du chef de l'État. Et vous le savez, on a des rois, des vice-rois, on a des Césars et M. Michel Gatiou. Le roi de la basse-cour. C'est très grave en même temps ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, madame, monsieur. Nous allons peut-être dans un moment voir aussi comment on pourra passer à une interpellation pour réellement donner encore la parole à l'homme de la rue dans ce programme de 10-12 le Zénith. Et vous aussi, vous avez la parole, Karine Santia, rapidement, avec nos téléspectateurs qui nous laissent des messages rapidement sur les réseaux sociaux. Vous êtes assez nombreux, madame, monsieur. Merci de prendre le bon pôle du Cameroun avec 10-12 le Zénith. 10h-12h sur Equinox Télévision. Karine Santia, nous sommes suspendus bien sûr à vos lèvres pour tout comprendre ce matin. La dépravation des mœurs commence déjà avec ces musiques qu'on fait danser à nos enfants lors des fêtes scolaires. Nathalie Fossi. Je suis d'accord avec Charles Armel, l'extrême nord a littéralement été abandonné. La majeure partie de ces milliardaires résident à Dubaï et compagnie. J'assume mes propos. Myriam Fancy. Notre message, voir des femmes aujourd'hui dans les ministères qui ne s'indignent pas alors qu'hier on se battait à ce qu'elles fassent partie. Ouf, c'est horrible. Mamie Tonta Prada. Elles attendent le 8 mars pour présenter les camarades. C'est bien grave. La bonne illustration de ce qu'explique M. Bachou est le récent problème des terres bananes causé par les membres du RDPC originaires de ces régions. Peter Aaron. Nous sommes tous dans les secrets des dieux. Nous avons l'info, les policiers et gendarmes autour M. Kamto pour éviter qu'on l'assassine. On dirait qu'au Cameroun, tout tourne autour de... tout ça va finir bientôt. La Chine a déposé son contrat d'acquisition du Cameroun comme province chinoise en Afrique. On attend la finalité des documents qui doivent avoir l'aval de l'ONU. Peter Aaron. On ne peut pas se concentrer sur les habillements d'enfants sans penser que le mâle qui viole n'est pas un chien, mais un homme supposé avoir un discernement. Julie que si. Merci. Chez les Bantous, ils étaient castrés. Merci. Chez les Bantous, on les castrait. Voilà, on les d'aujourd'hui. castrait. C'est pour ça qu'on dit, Les par exemple, castrés. pour soulager des femmes comme cet homme, on lui interdisait d'avoir des rapports sexuels dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on vous enlève les 2 testicules. Merci On vous beaucoup, casse. mon Menga. On Allez, Et on vous envoie vers des opérations paramilitaires. Merci C'est beaucoup. vers les métiers. Merci à vous, merci à tous, madame, monsieur, de nous rester présents. Interpellation, tout de suite et maintenant. Concernant le projet de drain dans Makepe Misoke, cela n'a pas été bien fait. Grâce à cela, on dit qu'il y a l'inondation. Pourtant, ici, Makepe Misoke est le carrefour des eaux pluviales de Douala. Et pourtant, on devait faire les drains, on a commencé et on a abandonné. Bon, nous qui sommes la population de Makepe Misoke, nous sommes tellement dérangés pour cela. Et nous exhortons le gouvernement de venir en aide pour cela. Ce n'est que ça qui nous menace ici à Makepe Misoke. Ils se plaignent encore de la question des drains à Makepe Misoke, c'est ici à Douala. Les gens qui ont fait l'école, ils disent que pour construire une ville, on commence par la voirie, c'est-à-dire qu'on prévoit les routes. Quand on parle de routes, ça veut dire les routes ont des drains, il y a des cours d'eau, on viabilise d'abord et on choisit des endroits pour des habitations. On va même plus loin, on peut même exiger que dans tel quartier, il n'y aura pas de maison en étage. Dans tel autre, les barrières sont faites de telle manière ou de telle autre. Ici, on vous dit, il y a l'ancien délégué de gouvernement, vous parlait de l'occupation du sol. Mais on occupe quel sol?
On est dans les marécages. Qui doit habiter dans les marécages? Qui doit pas le faire? Donc, on est dans une situation, et quand je le dis, on pense que mes propos sont rébarbatifs, je devais les retirer. Nous sommes dans un environnement où on a organisé l'assassinat collectif des populations. Donc, aujourd'hui, les plages sont devenues des mares d'eau où les moustiques se cultivent et tout, et qui nous donnent de choléra. Alors, on n'a même plus besoin d'aller à la Limbe à Kribi. Les plages sont là, des mares d'eau qu'on n'arrive pas à drainer. En tout cas, merci à vous, bon Bengan. Merci, madame, monsieur, de nous rester présents. Et vous le savez, c'est 10-12, le Zénith qui se poursuit. Quelques petites minutes pour être sûr que Constilamine est bien calé là-bas sur le plateau B. Constilamine, bonjour. Bonjour Michel Gathiou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Une seconde, vente ce matin, c'est bien entendu du côté du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Dans ce magasin, vous avez bien entendu des appareils tels que le Early's Up, bien entendu, les languettes médicales, le correcteur de posture, la pommade contre les hémorroïdes. Tous ces articles-là sont en pleine double réduction du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. C'est à Douala, au Cameroun. Alors, ce matin, il est question de parler de cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Cet appareil s'appelle le Early's Up. Voilà la présentation physique de son emballage. Et à l'intérieur de cet emballage, vous avez, on va donc l'ouvrir ensemble, bien entendu, ce matin. Donc, à l'intérieur de cet emballage, vous avez, bien entendu, cet appareil qui permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Ça s'appelle bien entendu le Early's Up. On n'a plus besoin, voilà comment on le déballe ensemble sur le plateau. Voilà l'emballage direct. Voilà donc le coffret dans lequel vous avez tous les accessoires qui vous permettent désormais de bien nettoyer vos oreilles. Nous allons tout de suite ensemble déballer ce coffret que voici. Il y a donc pratiquement 5 accessoires à l'intérieur de cet emballage. À quoi bien entendu sa tige principale que voici. Donc voilà donc l'élément qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Le prix de ce Early's Up est bien entendu de 7500 francs. C'est le prix de la double, c'est le prix de promotion. Mais comme nous sommes toujours en train de vivre la double réduction du côté du magasin 1001 tapis, vous l'avez à 7000 francs, votre Early's Up. La rentrée scolaire c'est lundi, alors je conseille à tous les parents d'acheter un Early's Up aux enfants. Oui, il est important de nettoyer délicatement vos oreilles. Faudrait pas que l'enfant dise à l'école que papa, je n'ai pas entendu ce que le maître a dit, je n'ai pas compris ce que le maître a dit parce que j'avais mal, j'avais les oreilles qui étaient bouchées, qui sont bouchées. Donc aujourd'hui, pour nettoyer, pour déboucher les oreilles, il y a un seul et unique appareil. Cet appareil est en vente du côté du magasin 1001 tapis, c'est le Early's Up. Je vous conseille de l'avoir. Mettez de côté les méthodes artificielles, les méthodes du passé telles que les cotons-tiges qui sont déjà interdits du côté bien sûr de la France. Mettez bien sûr de côté les brindilles de balai, les bûchettes d'allumettes, les cure-dents. Tous ces éléments-là contribuent à détruire vos oreilles. Aujourd'hui, le modernisme passe également par l'utilisation du Early's Up, appareil pour nettoyer délicatement les oreilles, que ce soit pour les nouveau-nés, les personnes du 3e âge, les adolescents, les adultes. Chacun devrait avoir son appareil Early's Up qui est en vente au magasin 1001 tapis au prix de la double réduction qui est de 7000 francs, votre Early's Up. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent et commandez votre Early's Up du côté du magasin 1001 tapis. Tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que tous les produits qui sont en vente chez nous sont en pleine promotion. Merci Constilamine, merci à vous madame, messieurs. On vous quittera certainement en vous laissant un petit message, certainement aux hommes politiques, aux acteurs politiques du moment. On sait qu'il y a une guerre froide aujourd'hui entre Albert Nzongon et Njoukam Tchameni. Et les Camerounais sont un peu mal de voir ce scénario-là qui ne plaît à personne. Les forces du changement, on voudrait justement voir ensemble. Mais surtout terminer en disant que à quoi nous sert justement les Nations Unies avec cette 75e session ordinaire où le jeune Belambela lui-même allait dire là-bas que le Cameroun est calme et que tout est bien dans le nord et le sud-est. À demain 10h.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Au commencement était Equinox Soir. C'est l'actualité analysée, commentée, décrétée par les spécialistes, des hommes politiques. Equinox Soir, c'est le reflet de la société camerounaise en 120 minutes. Equinox Soir, c'est des invités, une thématique. Retrouvez Serge Alain autour tous les soirs de lundi à vendredi, 19h, 21h sur Equinox Télévision. Bonsoir. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez,